Bonjour à toutes et toutes, bonjour à toutes. Bien. Le mesdames, messieurs, on va se faire un mesdames. Chers collègues, chers invités EES, donc, particulièrement heureuse d'ouvrir cette table ronde. Elle est organisée par notre délégation dans le cadre de notre mission d'information sur l'accompagnement des victimes de violences sexistes et sexuelles que nous lançons. Nous avons l'honneur d'accueillir aujourd'hui Madame Miné Gounbaye, directrice générale de la Fédération nationale Solidarité Femmes, Anne-Cécile Melfer, présidente de la Fondation des femmes, Madame Clémence Pajot, directrice générale de la Fédération nationale des centres d'information sur les droits des femmes et des familles. Nous avons également Madame Emmanuelle Piette, qui est cofondatrice présidente du collectif féministe contre le viol, et Madame Claire Quidet, présidente du mouvement d'UNI. Je tiens d'abord à vous remercier toutes très sincèrement pour votre présence et au-delà, évidemment, pour votre engagement toujours important sur nos questions. Car si nous sommes réunis ici aujourd'hui, c'est aussi parce que votre action, depuis des décennies, a permis de faire progresser la loi, de faire progresser le droit. C'est la reconnaissance sociale des violences et l'accompagnement concret des victimes, l'accompagnement concret quotidien des victimes. Les violences sexistes et sexuelles, elles ne sont pas des faits isolés, elles s'inscrivent dans un continuum de violences qui va du sexisme ordinaire, du harcèlement, des violences psychologiques jusqu'aux violences physiques, au viol, au féminicide et au système d'exploitation. Ce continuum rappelle que ces violences ne relèvent ni de l'exception ni du fait divers. Elles sont un phénomène structurel, enraciné dans des rapports de pouvoir inégalitaires, dans des préjugés qui ont la vie dure. Face à cette réalité, vos associations, elles jouent un rôle absolument central. Vous écoutez, vous accueillez, vous assurez en pratique, vous accompagnez, vous formez, vous alertez. C'est une mission de service public qui est essentielle. Sans vous, il n'y aurait pas d'effectivité des droits des femmes. Les lois votées par le Parlement resteraient pour beaucoup des principes sans traduction concrète dans la vie des victimes. La délégation aux droits des femmes a toujours affirmé son soutien à votre action. Lors de l'examen du projet de loi de finances, plusieurs amendements ont été déposés pour renforcer les moyens qui vous sont alloués, car nous savons que l'augmentation des signalements et des demandes d'accompagnement ne peut être absorbée sans ressources pérennes et suffisantes. Nous avons pleinement conscience que vos structures sont en tension, alors même que vous répondez à une urgence sociale permanente. Nous ne pouvons pas non plus ignorer le contexte dans lequel vous agissez, la montée des mouvements masculinistes, les stratégies de désinformation, les tentatives d'intimidation visant les militantes, les associations et les dispositifs d'aide constituent un problème majeur. Les attaques inadmissibles dont a fait l'objet le 3919, numéro national d'écoute, en sont une illustration très préoccupante. Les réseaux masculinistes gagnent en visibilité et en influence. Ils contestent les politiques publiques de lutte contre les violences et ils cherchent à fragiliser celles et ceux qui les portent. Il nous faut réagir collectivement. Il en va de la sécurité des femmes, mais aussi de la solidité de notre démocratie. Cette audition intervient par ailleurs à un moment important pour notre délégation. Nous venons de lancer une mission d'information sur le coût des violences sexistes et sexuelles et l'accompagnement des victimes. Ce coût est immense, humain d'abord, pour les victimes et leurs enfants. Le coût, il est aussi social, sanitaire, judiciaire, économique pour l'ensemble de la collectivité. Les rapporteurs de cette mission, mesdames Josso et Le Boucher, que je salue, poseront dans un instant un certain nombre de questions afin d'éclairer nos travaux et d'objectiver ces réalités. Je souhaite également rappeler que le mouvement associatif féministe a su formuler de manière collective et structurer des propositions ambitieuses pour transformer en profondeur notre politique publique de lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Les 140 propositions portées par les associations pour lutter contre les violences constituent un socle programmatique particulièrement riche. Elles dessinent une approche globale articulant prévention, protection, répression, formation,
hébergement, santé, éducation et moyens budgétaires. Elles traduisent une expérience de terrain irremplaçable. À cet égard, la délégation réaffirme son attachement à l'idée d'une loi cadre globale sur les violences sexistes et sexuelles qui permettrait de donner cohérence, lisibilité et stabilité à l'action publique en inscrivant dans la durée des engagements clairs en matière de moyens, de coordination interministérielle et d'évaluation. Je souhaiterais, avant de vous donner la parole, formuler quelques questions. D'abord, vous êtes nombreuses à faire l'objet d'intimidations, de campagnes de harcèlement, de violences en ligne. Comment évaluez-vous aujourd'hui l'ampleur de ces attaques et quels outils juridiques, techniques ou institutionnels devraient être davantage mobilisés pour que les femmes militantes, professionnelles, victimes soient protégées et non réduites au silence? Ensuite, la question des disparités territoriales demeure cruciale entre les grandes métropoles et certains territoires ruraux, ultramarins ou fragilisés. L'accès aux dispositifs d'accompagnement peut varier fortement. Quels sont, selon vous, les territoires qui risquent d'être oubliés? Comment garantir une égalité réelle d'accès aux droits sur l'ensemble du territoire de la République? Enfin, comment améliorer la cohérence de nos politiques pour qu'elles soient centrées sur les victimes? Je pense à l'articulation entre information juridique, accompagnement médico-social et parcours judiciaire pour éviter les ruptures dans le parcours des victimes. Mesdames, votre parole est précieuse pour nos travaux, elle est aussi indispensable pour nos politiques publiques. Pour que ces politiques publiques soient à la hauteur des enjeux, je vous remercie. Je vais vous céder la parole maintenant pour 5 minutes chacune. Et puis ensuite, nous aurons nos rapporteurs et nos orateurs de groupe. Voilà, je vous laisse vous organiser entre vous, ou vous voulez que je donne la parole qui veut démarrer? Voilà. Anne-Cécile Malfer, je crois que vous devez nous quitter. Je vous laisse démarrer. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci à vous, Mesdames les députés. C'est déjà, je suis absolument ravie de vous entendre défendre cette loi intégrale et 140 mesures portées par plus de 150 associations. Merci beaucoup de prendre ces mesures en compte, de les étudier, de les porter avec nous. C'est vraiment un débouché. C'est notre plus grand bonheur en tant qu'association quand on voit que les propositions et ce qu'on conteste sur le terrain trouvent un écho dans ces assemblées. C'est vraiment très, très important. Merci en particulier à Sandrine aussi pour les efforts que tu déploies. Merci Céline. C'est vraiment très, très important. Et effectivement, comme vous l'avez souligné, au cœur de ces 140 propositions, il y a bien sûr la question budgétaire. Avant de rentrer, de vous donner quelques éléments que nous avons collectés à la Fondation des femmes tout au long de l'année 2025 sur la santé financière des associations en France. Je répondrai à la première question posée sur le harcèlement. Merci de nous donner l'opportunité aussi effectivement d'en parler. Côté Fondation des femmes, on a pu voir à la fois autour du 7 octobre 2023 et plus récemment en septembre aussi, je dirais que c'est presque une tactique, en tout cas un objectif de diviser les femmes et d'essayer de faire croire aux femmes que les féministes et les associations en particulier d'aide aux femmes n'aideraient pas toutes les femmes. Autour du 7 octobre, on l'a vu avec cette idée que peut-être les associations féministes françaises, les associations qui viennent en aide aux femmes et en particulier aux femmes victimes de viols de guerre, ne seraient pas attentives à la situation des femmes en Israël. Et du coup, la résonance en France aussi, nous on l'a entendu, de femmes françaises juives qui pensaient du coup qu'on ne leur viendrait pas en aide si ça leur arrivait. Et ça, c'est de la diffamation, c'est des mensonges qui ont été énormément répandus sur les réseaux, malgré le fait qu'en tout cas, côté Fondation des femmes, on a bien sûr reconnu l'existence de ces viols de guerre. Et bien en fait, c'est comme si on parlait dans le vent et que ces messages en fait étant répétés, amplifiés, y compris par certains médias privés qui caricaturent le mouvement féministe, eh bien ça a fait beaucoup de mal.
On a vraiment senti une division entre les femmes. On a senti que des femmes, de par leur religion, tout à coup ne se sentaient plus représentées. Et elles le pensaient sincèrement. Moi, j'ai eu des femmes qui pleuraient au téléphone. Et ça, c'est dramatique. Et puis, le deuxième moment où j'ai vu ça aussi, c'était là, en septembre-octobre, par rapport à cette... jeune femme, Claire Géronimi, qui a été victime d'un viol par une personne sous OQTF. Et elle était d'ailleurs, une autre femme a également été victime du même homme le même jour. Elle s'appelle Mathilde, on est en lien avec elle. Malgré le fait que nous avons répondu à Madame Géronimi, nous en avons les preuves, les traces d'échanges par mail avec cette femme à qui on fait comme toujours, on rebascule vers les associations les plus pertinentes de notre réseau, en l'occurrence sur le viol, le collectif contre le viol. Eh bien, c'est répandu dans les médias, et en particulier les mêmes médias d'ailleurs, très conservateurs, l'idée que la Fondation des femmes, et au-delà de la Fondation des femmes, de toute façon pour les gens c'est tout pareil, donc les associations féministes n'aideraient pas les femmes victimes de viols par des personnes étrangères. Et ça, c'est à nouveau une manière de vouloir diviser les femmes, parce que une des choses qui bloque l'ascension de l'extrême droite dans tous les pays, c'est le vote des femmes. Et donc, diviser les femmes, c'est quelque chose qui est une stratégie électorale, en fait. Et on est dans ce combat-là, et nous sommes la cible. Et moi, j'ai bien peur que dans les 12 prochains mois, il y ait à nouveau des campagnes de diffamation, de dénigrement des associations. Donc, attention à ce qui circule sur les réseaux. Et nous, on va essayer au maximum de communiquer sur le fait que, bien évidemment, nous aidons toutes les femmes, peu importe la religion, l'origine ethnique, on s'en fiche de qui les viole. De toute façon, on est toutes les femmes. Et ça, c'est un message que je pense il est important de bien diffuser. Et attention du coup aux différentes associations, parce que c'est par ces messages-là aussi, malheureusement, qu'on porte atteinte aux associations féministes, et donc au féminisme en général. Je n'ai pas la baguette magique, je ne sais pas comment vous pouvez nous aider, mais toute idée est bonne à prendre. Donc si vous avez des solutions sur comment faire quand on est victime de ce genre de vague de diffamation, de folie furieuse, voilà, en tout cas, moi, pour le moment, je n'ai pas la recette magique. On se les prend et on... voilà. Mais voilà, si vous savez comment faire, moi, j'ai besoin de conseils. Et donc du coup, j'enchaîne si ça vous va sur la deuxième partie de votre question. Donc effectivement, le sujet budgétaire, il est central. Alors nous, c'est vrai qu'à la Fondation des femmes, on s'est créé d'abord et avant tout sur cette question, puisque on fête nos 10 ans. Donc nous, on n'a qu'une décennie. Tout à l'heure, vous avez dit des décennies. Nous, on n'a qu'une décennie. Mais en 2026, c'est nos 10 ans. Et on s'est créé sur cette question des moyens dédiés aux associations féministes. On a vu en 10 ans à quel point les discours féministes, les analyses féministes, la prise de conscience de la société a été énorme. Ça a débouché sur une augmentation du nombre de plaintes, une qui est très très bonne, une augmentation aussi du nombre de femmes qui du coup osent se diriger vers les associations. Et face à ça, évidemment, des frais forcément engendrés qui vont exploser. Et concrètement, ce qu'on peut voir en termes d'importance de financer, de soutenir les associations dans leur démarche aux côtés des femmes victimes de violences sexuelles qui se dirigent vers la justice. Pas plus tard que la semaine dernière, on a soutenu la jeune Milly. Alors, c'est le collectif Féministes contre le viol qui l'a accompagnée au procès, parce que c'est une jeune femme, vous en avez sûrement entendu parler, qui est très, d'origine très modeste. Elle n'avait pas l'argent pour prendre le train, pas l'argent pour s'habiller, pas l'argent pour prendre un hôtel avec sa mère pour venir. Elles étaient seules, elles étaient toutes les deux. Elles pouvaient pas, d'ailleurs sa mère pouvait pas prendre de congé, donc elle avait un arrêt maladie pour venir pendant ce procès. Et le fait qu'on ait pu l'entourer et l'aider, ça a été vraiment, je pense, déterminant pour qu'elles puissent confronter leurs agresseurs. C'est également tout ce qu'on fait au niveau du procès contre la pornographie, donc en finançant ces collectifs d'associations. Et je sais que le ministère des Femmes finance également en partie toute l'action des associations auprès de plus de 70 victimes qui, ensemble, portent plainte sur les procès dont vous avez évidemment entendu parler, French Boukake par exemple et Jackie et Michel. Donc c'est tout un accompagnement social, parce que ce sont des agresseurs qui vont cibler des femmes déjà extrêmement vulnérables. Et si nous n'étions pas là,
pour financer, si les associations n'étaient pas là pour faire cet accompagnement qui n'est pas que juridique, eh bien ces femmes, elles ne pourraient pas aujourd'hui faire face à ces agresseurs. Et ce sont des procès qui sont utiles pour elles, mais qui sont en train de changer la société. Donc quand on investit dans la justice auprès de ces femmes, on est en train de les aider, et ça c'est bien, mais on est aussi en train de faire progresser l'ensemble de la société. On aurait tort de penser que la justice, c'est uniquement un sujet pour les personnes, c'est vraiment, et c'est pour ça qu'on tient d'ailleurs aux cours d'assises, on tient au caractère public, on tient au procès, c'est parce que ça permet à la société dans son ensemble de progresser. C'est d'ailleurs ce que montre le procès Pellico, qui permet aussi d'ouvrir les yeux, alors là carrément au monde entier, sur un certain nombre de problématiques que les féministes dénoncent depuis longtemps. Donc ces associations, on en a besoin, on a besoin d'accompagner les femmes dans ces procès-là et dans la justice. Alors à leur demande, en 2025, on a mené une étude, puisque en juin 2025, les grands réseaux associatifs nous ont sollicité à la Fondation des femmes pour qu'on puisse mener une étude sur la réalité de leurs difficultés. Des difficultés du secteur, des résultats, donc on a fait une enquête sur 150 associations, des résultats confirmés ensuite en décembre 2025 sur 400 associations qui avaient candidaté à des appels à projets de la Fondation des femmes. En gros, on observe une moyenne de baisse des subventions de 18%. Sur les 400 associations qui nous ont demandé de l'aide en décembre 2025, 38% craignaient un déficit. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les associations féministes, les associations d'aide aux femmes, ce sont vraiment des petites structures. On n'est pas comme d'autres secteurs, probablement du champ médico-social. On est sur des toutes petites associations. Et donc, quand il y a non seulement une baisse, mais ne serait-ce que juste un retard de subvention, un retard de versement, un gel de subvention, ça peut être quelque chose qui les mène carrément à la faillite. À minima, comme le disait notre rapport que je vous invite à... Enfin, je pense que vous l'avez déjà, mais en tout cas, je redirai juste quelques chiffres. 71% des associations de l'étude que nous avions faite à l'été 2025 nous témoignaient d'une situation financière dégradée. Et pour 50% d'entre elles, évidemment, elles ont fait quelque chose face à ça. Et donc, pour 50% d'entre elles, il y avait une baisse ou un arrêt de certaines activités ou services. Et rappelons-nous qu'il y a 3 fois plus de plaintes, qu'il y a 3 fois plus de personnes qui les sollicitent. Et du coup, quand on arrête un certain nombre d'actions, d'activités, en particulier dans les territoires les plus isolés, on est vraiment sur une mise en danger en fait de femmes qui n'ont plus accès à certains services qui sont pour certaines une question de vie ou de mort. Alors comment ça se fait ? C'est pas que l'État, évidemment, les associations sont financées par plusieurs partenaires. C'est d'abord et avant tout les communes et les départements qui sont en grande difficulté, certes, mais du coup, on voit que quand il y a une difficulté financière, assez rapidement, ça va retomber sur les sujets égalité femmes-hommes, droits des femmes. Et ça, c'est quelque chose qui est malheureusement assez connu. D'ailleurs, le budget du ministère des droits des femmes est le plus petit budget de l'État. Il a augmenté, donc là il atteint 95 millions d'euros dans le PLF 2026, dans le budget 2026, maintenant il a été voté. Donc on peut se dire c'est bien, c'est une augmentation de 1,7%, donc elle n'est pas gigantesque, surtout au regard de l'inflation, elle est surtout pas gigantesque au regard des années précédentes où on avait une moyenne de 22% d'augmentation. Donc on est clairement sur un stop à l'augmentation. On n'est pas encore à une baisse réelle, quoique quand on regarde le détail de ce budget, ce qu'on va voir, c'est que dans ces 95 millions d'euros, certains dispositifs augmentent, et donc comme il n'y a pas une augmentation de l'enveloppe globale, c'est au détriment en interne de cette enveloppe de certains postes budgétaires, et en particulier, moins 47% dans le BOP 137, il y a moins 47% sur la ligne dédiée à la communication, aux campagnes de communication gouvernementale. Un exemple très, très simple, Caroline Darian qui souhaite faire une grande campagne sur la soumission chimique, elle a besoin de 70 000 euros, c'est pas énorme, elle n'arrive pas à les trouver. Et puis il y a aussi une baisse de 2,3% d'accès aux droits, donc ça c'est directement tout ce dont on est en train de parler, c'est une petite baisse mais sur des petits budgets, sur des petites associations, et donc ça peut être vraiment très, très, très délétère. C'était 184 millions d'euros au total, le budget pour la lutte contre les violences faites aux femmes en 2023. Donc ça comprend tous les budgets qu'on a réussi à agréger. Évidemment, ça comprend l'hébergement, c'est la plus grosse partie, la justice, la police, etc. Donc c'est 184 millions. Le Sénat en trouvait un petit peu plus, je crois, à peu près 250. Peu importe, on n'est pas à 70 millions d'euros près. Ce qu'on voit dans tous les cas, c'est qu'il faudrait
2,6 milliards, donc on est à 20 à 30 fois moins que ce qu'il faudrait. Et un exemple tout simple, et je m'arrêterai là-dessus, les LAO, donc les lieux d'accueil et d'orientation, qui sont le maillage en fait territorial, l'accueil, la porte d'entrée physique pour les associations. Il faudrait une augmentation de fois 19, donc je ne sais pas de combien de pourcents du coup, de beaucoup de pourcents, fois 19 du budget des lieux d'accueil et d'accompagnement, avec une traduction là très concrète qu'on a vue en septembre 2025. Le LAO de Bagnolet, qui s'appelle Power, accueillait Majda, une jeune femme qui est co-victime d'un féminicide. Sa tante a été tuée à la hache devant elle en gare de Gagny, donc elle a essayé de s'interposer, elle a pris des coups de hache. Du coup, la maison, tout était, l'appartement scellé, etc. Donc, elle est aujourd'hui à la rue. Elle n'avait pas de papier à ce moment-là, donc pas possible de rentrer dans des dispositifs. Elle est handicapée à cause de ces coups de hache. Et donc, elle est hébergée dans des hôtels financés entièrement par du mécénat privé par la Fondation des femmes depuis septembre. Elle n'a pas 1 euro. Donc, c'est le LAO de Bagnolet qui doit essayer de réunir quelques moyens pour qu'elle puisse se faire des pattes. Et on est vraiment sur une situation évidemment dramatique, mais ces situations-là, elles existent. Et si les associations ne sont pas là, donc là, on se bat et a priori, on devrait réussir à faire en sorte qu'elle ait enfin des papiers, parce que quand même, acte de bravoure, s'interposer devant un mec avec une hache, il faut quand même y aller. Et donc, on espère qu'elle sera bien régularisée comme on le demande. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'en attendant, ce LAO de Bagnolet lui sauve la vie. Sinon, elle serait sous les ponts, handicapée, après avoir pourtant été une héroïne. Merci. Merci pour ce témoignage. Floriane, vous vouliez compléter quelque chose? Non. Alors, merci. Je laisse la parole à Mine Gounbaï avec tout notre témoignage pour les difficultés que vous vivez actuellement. Merci beaucoup, merci pour l'organisation de ce temps de rencontre. Effectivement, alors on est plusieurs autour de la table et je savais aussi quels étaient les propos peut-être que certaines collègues porteraient plus particulièrement, donc j'ai dû faire des choix puisque notre temps est relativement court. Alors peut-être pour rappel, la Fédération Femmes, c'est un réseau de 83 associations sur tout le territoire et qui gère notamment le premier réseau d'associations spécialisées dans l'hébergement des femmes victimes de violences conjugales. C'est un réseau qui a été créé il y a maintenant à peu près plus de 40 ans et qui, depuis le début, effectivement, lutte contre les violences conjugales et ce que nous vivons actuellement au 39-19, effectivement, même si ça a été accru ces derniers temps, est quelque chose qu'on a pu retrouver à d'autres moments de l'histoire, mais j'y reviendrai. Alors peut-être juste quelques chiffres sur les femmes accueillies à la Fédération Solidarité Femmes aujourd'hui. En 2024, c'est près de 80 000 femmes qu'on a accueillies dans le cadre de nos dispositifs d'accueil de jour. C'est plus de 8 000 femmes et enfants qui ont été hébergés. Et c'est sur l'année 2024, mais 2025 se confirme malheureusement avec plus de 100 000 appels pris en charge au 39-19. Et les chiffres 2025 qui seront consolidés dans quelques jours nous témoignent que les appels ont encore augmenté sur la ligne. Ça représente 1500 salariés et bénévoles également le réseau. J'insiste sur ce chiffre parce que je parlerai un petit peu du coût des violences pour les professionnels de nos réseaux. Alors, Anne-Cécile l'a dit tout à l'heure, la Fondation des femmes, avec le concours des associations féministes, ont tenté d'apporter des réponses sur le coût des violences faites aux femmes, entre 2,5 milliards et 3,6 en fonction des études auxquelles on se réfère. Mais plus que de parler de ça, effectivement, moi aussi, je vais essayer de revenir à des choses très concrètes et des illustrations très concrètes sur des dispositifs. Notre fédération est spécialisée dans la lutte contre les violences conjugales et effectivement, en 2019, du fait du Grenelle des violences, il y a eu effectivement une mise en avant et des politiques publiques, notamment dans les mesures du Grenelle, qui ont pu effectivement prendre en compte de manière plus efficiente certaines politiques publiques. En revanche, sur la question des violences sexuelles, mais ça je laisserai mes collègues en parler, évidemment il y a encore des angles morts, donc je pense qu'à cet égard cette audition elle est importante, mais sur la question des violences conjugales, malheureusement on partait de très loin, donc les besoins malgré ce Grenelle, malgré des mesures et malgré quelques avancées, reste pour nous très insuffisant.
Peut-être aussi dire que autour de la table, on est plusieurs associations en capacité, si on réunit tout le public qu'on accueille, de pouvoir dire qu'on accueille des millions de femmes. Malheureusement, aucune d'entre nous serait en capacité de dire quel est le parcours type d'une femme victime de violence, parce qu'il n'y a pas aujourd'hui d'études sur c'est quoi le parcours type d'une femme. Si on prenait un exemple, une femme appelle le 3919 pour la première fois, elle appelle cette instance-là pour parler des violences qu'elle subit, eh bien on n'est pas en capacité de tracer tout son parcours. Ou alors une femme pousse la porte d'un CIDFF et ensuite tout ce qui se déroule pour elle, l'accueil par une juriste, ensuite peut-être le dépôt d'une plainte, ensuite l'accueil dans un centre d'hébergement, le relogement. Tout ça aujourd'hui, malheureusement, on n'est pas en capacité de le dire. On a chacune des bouts de ce parcours-là. Donc ma première recommandation d'emblée en introduction, ce serait qu'on puisse un jour collectivement, avec l'appui de l'État, pouvoir évaluer c'est quoi ce parcours de la femme ou des femmes victimes de violences, sachant que ce parcours dit type n'est évidemment pas type puisque toutes les femmes ont des situations très particulières. Dans la question qui nous était posée sur les problématiques générales auxquelles sont confrontées les associations du réseau, je voudrais aussi en préalable parler des disparités territoriales qui restent très marquées et qui sont très préoccupantes, notamment dans les territoires ruraux et dans les DROM, avec des inégalités d'accès aux dispositifs de protection, la délivrance des ordonnances de protection, la mise en place des TGD et également le manque d'implication parfois des acteurs sur les territoires. Également, les disparités territoriales ont comme incidence aussi l'hétérogénéité des pratiques policières et judiciaires. Donc ça, c'est des remontées qu'on a assez régulièrement par le biais du 3919. Et puis des difficultés d'accès aux droits. Alors quand on parle d'accès aux droits, c'est évidemment l'accès physique, géographique, mais aussi parfois le manque de services publics dans ces territoires ruraux, périurbains ou plus spécifiquement dans les DROM. Il y a également 3 publics, alors il y en a sans doute plein d'autres, mais 3 publics qui nous semblent être un peu des angles morts des politiques publiques. La question des enfants victimes des violences conjugales ici en l'occurrence, puisque les places en structure d'hébergement ne sont pas fléchées et le parcours, si on essaye de tenter de faire le parcours des femmes victimes, en revanche, le parcours des enfants victimes des violences conjugales, lui, est un impensé quasi complet. Un autre public angle mort, c'est les femmes étrangères victimes rencontrent des obstacles spécifiques, alors du fait parfois de la barrière de la langue, par méconnaissance de leurs droits, mais aussi du fait de violences administratives accrues. Et ici, j'alerte sur le fait que dans certains territoires, du fait peut-être de prérogatives élargies des préfets, se pose la question de l'inconditionnalité de l'accueil des femmes dans certaines structures d'hébergement d'urgence. Donc voilà, nous serons particulièrement attentives à ce que le droit soit pleinement respecté. Et puis des jeunes filles aussi qui sont particulièrement exposées. Ça, ce sont des chiffres qui remontent de plus en plus. Et d'ailleurs, les statistiques le disent. C'est 72% des mineurs victimes de violences sexuelles et de viols qui ont moins de 15 ans. Et dans le rapport du Grevio de l'année dernière, ce chiffre-là est aussi particulièrement mis en avant. Maintenant, pour éclairer avec des exemples un peu spécifiques de nos structures d'hébergement, j'aimerais évidemment m'attarder sur une de nos spécificités qui est la question de l'hébergement pour les femmes victimes de violences et de leurs enfants. Au 31 décembre 2024, il y aurait 11 172 places d'hébergement qui seraient dédiées aux femmes victimes de violences. C'est à peu près un doublement des places depuis le Grenelle. Alors évidemment, on s'en félicite et c'est en cela que je disais en propos introductif que c'est une véritable avancée due au Grenelle des violences. Malheureusement, ce nombre de places est indéniablement insuffisant puisque en matière de demande, eh bien, nous avons aussi porté un discours de libération de la parole et des femmes se saisissent de nos dispositifs, mais malheureusement trouvent porte close puisque nous n'avons pas assez de places d'hébergement. On donnait un exemple des nuitées hôtelières. Nous avons aussi recours à des mécènes privés pour pouvoir mettre à l'abri, en attendant de trouver une place en structure d'hébergement des femmes. Et malheureusement, depuis 2020, ce qu'on note, c'est qu'il y a une fuite en avant sur ces nombres de places de nuitées d'hôtelières, ce qui nous pose une vraie difficulté puisqu'on se substitue à une fonction régalienne de l'État.
Une autre problématique sur la question de l'hébergement, c'est la question des associations spécialisées. J'en ai déjà parlé dans plusieurs auditions, mais aujourd'hui, nous, les associations spécialisées dans l'accueil des femmes victimes de violences conjugales, on est confrontés également à cette mise en concurrence avec des très grands groupes qui sont aussi nécessaires dans la prise en charge des publics. En revanche, nous n'avons pas, nous, la capacité de répondre à des gros appels à projets. Et dans la réforme de la tarification qui est en train de se mettre en place, il y aura différents niveaux de tarification et notamment l'obligation de répondre à des AMI. Et du coup, le coût de ces AMI, semble-t-il, est relativement faible et ne viendra pas nous permettre, à nous, associations spécialisées qui mettons en place un accompagnement holistique, de pouvoir y répondre convenablement. Sur la question des places d'hébergement, juste pour terminer peut-être là-dessus, dire que nous, ce qu'on demande aujourd'hui, c'est la création de plus de 12 000 places encore, parce qu'en fait, nous avons besoin de pouvoir loger ces femmes dans de bonnes conditions et de pouvoir aussi créer des logements accessibles à ces femmes, parce qu'en fait, aujourd'hui, ce qu'on a pu observer dans notre réseau, c'est que le temps passé en centre d'hébergement a doublé. Donc on nous demande à faire sortir ces femmes, et la réforme de la tarification participe en fait du fait de quand on rentre en CHRS, l'idée c'est de pouvoir accéder au logement, mais ça c'est une injonction paradoxale puisqu'on ne construit plus de logement social suffisamment accessible. Donc en soi-même la réforme peut sembler caduque parce que nous sommes dans l'incapacité de pouvoir reloger ces femmes, et dans les préconisations positives avec la région Île-de-France, nous avons un partenariat qui nous permet de reloger les femmes dans un temps assez record. Donc voilà, nous appelons aussi peut-être à ce que des recommandations puissent permettre de faire des pressions auprès des bailleurs pour porter cette question du relogement des femmes en situation de violence. Merci infiniment. Alors bon j'avais pour encore un dernier point, alors je laisse passer parce que je sais que Clémence abordera les TGD et l'aide universelle. Simplement sur la question du coût pour nos professionnels. On a parlé du coût pour les femmes, des dispositifs qui dysfonctionnent. La question du coût pour, par exemple, les écoutantes du 3919. C'est un dispositif qui repose sur l'écoute, l'information, l'orientation. Malheureusement, aujourd'hui, quand elles doivent orienter vers les associations de terrain, toutes les associations qui sont là autour de la table, eh bien, malheureusement, pour avoir un premier rendez-vous, il faut beaucoup de temps. Et donc, les femmes rappellent au 3919 et donc remettent en question, même parfois, le dispositif en disant vous nous orientez vers des associations, mais on trouve porte close où on n'a pas suffisamment de possibilités d'aller en structure d'hébergement. C'est aussi une écoute qui a changé parce qu'il faut mesurer que l'ampleur des violences, ou en tout cas les témoignages des femmes, s'apparentent de plus en plus sur le terrain, mais aussi au 3919 à des actes de torture ou de barbarie. Ça ressort très clairement dans notre dernier rapport, encore une fois. Les attaques masculinistes, vous en avez parlé. Nous, ça nous oblige de renforcer la question de la prise en charge des risques psychosociaux pour nos professionnels. Et ça, c'est valable au 3919 comme dans les structures qui sont les nôtres, puisque aujourd'hui, on a vraiment du mal à recruter sur le terrain parce que, le travail social, vous le savez, ne paye pas. Et 2, il y a une crise du sens du travail social, puisque les travailleuses sociales n'arrivent pas à apporter de réponses concrètes parfois aux femmes victimes. Donc ça, c'est aussi très important de le prendre en compte. Et je finirai là-dessus. Un coût qu'on n'évalue pas, mais je pense que dans le cadre de la montée des extrêmes, ce serait intéressant qu'on se pose la question de savoir quel est le coût des violences faites aux femmes pour notre démocratie. Dans un moment où il y a une montée des extrêmes et où on attaque les institutions qui sont quand même les pare-chocs sociaux pour beaucoup de femmes, il serait intéressant quand même qu'on se pose la question de ce que disent les violences faites aux femmes de notre démocratie. Merci pour votre intervention. On est au cœur de notre mission. Mesdames, merci infiniment. La parole à Clémence Pajot pour le FNCIDFF. Merci Madame la Présidente. Merci de votre invitation et de votre écoute. Je vais essayer de dire des choses complémentaires à ce qui a déjà été dit dans la mesure du possible. Alors les centres d'information sur les droits des femmes et des familles, c'est un réseau qui existe depuis plus de 50 ans et qui a pour mission de favoriser l'autonomie des femmes et de promouvoir l'égalité femmes-hommes dans le cadre d'un agrément qui nous est confié par l'État et qui dépend du Code de l'action sociale et des familles. Aujourd'hui, le réseau compte 98 associations
qui, en 2024, on va avoir bientôt nos chiffres 2025, ont informé 63 421 femmes victimes de violences sexistes et sexuelles. Sur 150 000 femmes reçues individuellement dans les CIDFF, 63 000 étaient victimes de violences sexistes et sexuelles, contre 51 000 en 2023. Donc c'est 25%, quasiment 25% d'augmentation. Et la demande adressée à nos juristes, pour la première fois en 2024, la première demande qui est adressée, c'est les violences. Jusqu'à 2024, donc c'est quand même 50 ans d'histoire, c'était les droits de la famille. Je me sépare, je divorce, quelle est la procédure ? Alors très souvent, derrière ces demandes, on identifie aussi des cas de violence. Donc le fait de proposer une information juridique plus large sur les droits permet du repérage de manière assez significative, puisque 70% des femmes victimes de violences sexistes et sexuelles accueillies dans les CIDFF ont été repérées dans le cadre d'une information juridique plus large sur le droit de la famille. Parmi les démarches qui sont entamées par les victimes, on en a 40% qui nous sollicitent pour un dépôt de plainte de main courante ou de procès verbal de renseignement judiciaire, 9% concernant l'aide juridictionnelle, et puis dans des plus faibles mesures, elles arrivent avec vraiment une demande d'ordonnance de protection, de téléphone grave danger ou de bracelet anti-rapprochement. Les CIDFF, à l'instar aussi d'associations du réseau Solidarité Femmes, portent des dispositifs de l'État, comme les accueils de jour, les LEAO, les postes de référents départementaux sur les violences, accompagnent les bénéficiaires du téléphone grave danger, du bracelet anti-rapprochement et accompagnent également les victimes dans les démarches pour obtenir l'ordonnance de protection, qui est une démarche au civil. Donc le fait que nos associations et nos juristes soient à la fois formés sur le droit pénal, mais aussi sur le droit de la famille, permet d'accompagner les femmes sur les demandes d'ordonnance de protection. D'ailleurs, on est en train de finaliser une étude sur l'ordonnance de protection, une étude à la fois qualitative et quantitative que l'on va présenter au mois d'avril et qui permet de mesurer pour la première fois les bénéfices de l'ordonnance de protection en matière de protection des femmes. Savoir exactement, au-delà des critères d'attribution ou de refus, il y a déjà eu des études là-dessus, mais d'analyser en quoi l'ordonnance de protection protège les femmes réellement et qu'est-ce qui se passe à l'issue d'une ordonnance de protection, quels sont les dispositifs qui prennent le relais. Pour compléter cette audition, on aura des éléments complémentaires sur notamment les disparités dans l'accès à l'ordonnance de protection. Juste un autre point d'introduction, nos équipes sont des équipes pluridisciplinaires. C'est ce qui permet ce repérage, mais ce qui permet aussi de répondre à l'ensemble des besoins que rencontrent les femmes victimes de violences dans leur parcours de sortie des violences, c'est-à-dire à la fois connaître ses droits, connaître la procédure, mais également recevoir un soutien psychologique et une aide à l'insertion professionnelle, qui est souvent une condition du départ. Il faut avoir une autonomie économique. Voilà. Alors, j'en viens à la question des disparités. Concernant la question de l'accès au droit, puisque je vous disais, c'est souvent un point d'entrée. Et je pense que, à l'instar de ce que disait tout à l'heure Émilie Gounbay, on a effectivement des difficultés à pouvoir vraiment retracer le parcours des femmes victimes de violences. Mais un constat que l'on fait aussi, et qui est plus positif, c'est de dire le fait d'avoir de multiples points d'entrée est un gage d'efficacité. C'est-à-dire le fait de ne pas avoir un guichet unique pour les violences, mais d'avoir la possibilité pour une femme victime de violence d'être repérée à l'hôpital, en allant porter plainte auprès d'une association, d'un service social, etc. Cette multiplicité des parcours est un gage d'efficacité de la politique publique et puis de l'action collective de protection des femmes victimes de violences. On identifie, nous, une très grande disparité selon les territoires, et ça a été dit à plusieurs reprises, selon le type de territoire, la ruralité, du fait notamment des difficultés d'accès à des dispositifs de droit commun et aux services publics, mais aussi les outre-mer, Minet en a parlé. Je donne juste un exemple. En Polynésie, la Polynésie française, qui est un territoire français, même si avec des règles administratives différentes, mais c'est un territoire grand comme l'Europe. C'est une centaine d'îles réparties sur un territoire grand comme l'Europe, avec des îles sur lesquelles vivent seulement une dizaine, une centaine parfois d'habitants. Comment favoriser l'accès au droit, le repérage et l'aide aux victimes sur un territoire configuré de telle sorte? Et cette problématique qui est exacerbée en Polynésie, elle se retrouve dans tous les territoires d'outre-mer, mais aussi dans la ruralité, liée à des problématiques de mobilité, mais aussi d'aller vers. Et donc les dispositifs pour aller vers, et nous chez les CIDFF on porte une quinzaine de bus itinérants, favorisent justement ce repérage et l'accès au droit, mais avec des problématiques de modèle économique, mais
J'y reviendrai plus tard si vous le souhaitez. On a des grandes disparités dans la prise de plainte. Et l'étude qu'on va sortir sur l'ordonnance de protection le souligne une fois encore. C'est encore la loterie, selon le niveau de formation des forces de l'ordre, qu'il s'agisse de la gendarmerie. Alors les brigades de protection des familles, les forces de l'ordre qui exercent au sein des brigades de protection des familles sont plutôt très bien formées, mais elles n'ont pas pour vocation de recevoir toutes les victimes. Et c'est certainement une difficulté aujourd'hui parce qu'on a là des forces de l'ordre formées, spécialisées, qui sont en capacité de recevoir les plaintes et de bien les traiter. Il faudrait avoir dans tous les commissariats et dans toutes les gendarmeries des plaintiers, des plaintières spécialisés dans la prise de plainte pour éviter ce que l'on constate encore sur certains territoires, refus de prise de plainte, dénigrement, minimisation des faits, etc. Concernant les inégalités territoriales dans l'accès aux dispositifs de protection, donc nous on a 22 CIDFF qui accompagnent les bénéficiaires du téléphone grave danger et qui nous rapportent des grandes difficultés dans le financement de cette mission d'accompagnement des bénéficiaires de ces dispositifs de protection. Il y a un déploiement de ces dispositifs qui est une bonne nouvelle et qui répond véritablement à un besoin. Donc le nombre de terminaux de téléphone grave danger a beaucoup augmenté. Le nombre donc de bénéficiaires de ces dispositifs augmente. C'est une bonne chose, ça va dans le bon sens. Mais l'accompagnement des bénéficiaires, qui est dévolu aux associations d'aide aux victimes, n'est pas financé à la hauteur du déploiement de ces dispositifs. Donc ça, c'est une problématique de politique publique, c'est-à-dire qu'on prévoit le déploiement du matériel, mais pas de l'accompagnement humain face à des personnes qui sont en grave danger. Donc, nos professionnels peuvent se retrouver en très grande difficulté quand elles ne sont plus en capacité d'accompagner l'ensemble des bénéficiaires qu'elles ont la responsabilité d'accompagner et qui sont pourtant en très grave danger. On a estimé, nous, le coût de l'accompagnement de bénéficiaires de téléphone grave danger à 1 300 € pour un suivi sur 6 mois et 1 100 € pour les bracelets anti-rapprochement. Il faudrait que les financements reçus, puisqu'il y a une prévision... C'est pas cher, non. C'est pas cher, mais certaines de nos associations reçoivent des financements qui sont bien en dessous de ces montants-là. Je vais essayer d'aller vite. On a également une problématique de financement de l'accompagnement global, dont parlait aussi tout à l'heure Mine Gunbay. C'est-à-dire que ces équipes pluridisciplinaires qui permettent d'accompagner efficacement les femmes dans la sortie des violences et de les protéger nécessitent des cofinancements qui viennent aussi bien du programme 137 que de la justice, du FIPD, des ARS, de la CAF. Donc c'est un morcellement des financements avec des très grandes disparités, encore une fois, sur les territoires. On a un problème de modèle économique. Nos associations reçoivent un agrément en tant qu'association d'aide aux victimes spécialisée de la part du ministère de la Justice, mais sans les financements qui permettent de financer justement cet accompagnement global. On a un problème de cohérence, mais aussi de lisibilité de ces financements dans le projet, d'ailleurs dans le projet le budget dans le budget de l'État. Pardon, je cherchais le terme. Et notamment, je vous donne l'exemple des postes de psychologues qui sont indispensables dans la conscientisation, pour permettre aux femmes de conscientiser les violences qu'elles subissent et pour recevoir une première aide psychologique, et qui sont extrêmement difficiles à financer. On a d'ailleurs des ARS qui se désengagent et cela nous inquiète beaucoup. Je vais terminer sur 3 points. Le financement du psychotrauma pour les victimes de violences sexistes et sexuelles qui, selon les territoires, l'offre de soins en psychotrauma est extrêmement hétérogène. Elle est très en dessous des besoins. Elle devrait être gratuite, remboursée à 100% pour les victimes de violences sexistes ou sexuelles. Or, aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que l'offre est très en dessous, tout simplement, des besoins. Le coût des procédures est un réel frein pour les femmes victimes de violences sexistes et sexuelles. L'accès à l'aide juridictionnelle est très limité. Donc là, il y a une problématique de plafond qui devrait être élevé pour permettre à des femmes qui n'ont pas les moyens de financer une procédure, enfin de payer un avocat ou une avocate, puissent quand même s'engager dans une procédure si elles le souhaitent. Il y a également une très grande disparité. Ah,
c'est un rappel. Dans l'accès aux UMJ, mais je pense que mes collègues en parleront, je me tourne vers Emmanuel Piette. Non, oui. Tant mieux. Et puis je voulais juste finir sur les violences économiques, parce que la conséquence des violences économiques, c'est une augmentation de la précarisation des femmes. Et ça aussi, c'est un coût important des violences. C'est les femmes qui perdent leur emploi ou qui ne sont pas en capacité de travailler, avec un enjeu très important, justement, de travailler avec les employeurs, les entreprises ou les employeurs publics, sur l'enjeu de maintien dans l'emploi des femmes victimes de violences sexistes et sexuelles pour justement limiter ce coût. Nous, on intervient, mais on n'est pas les seuls, avec d'autres associations, auprès des employeurs sur ces sujets-là. Et il y a effectivement peut-être à encourager, y compris par des dispositifs fiscaux, les entreprises à s'engager dans le maintien dans l'emploi des femmes victimes de violences sexistes et sexuelles. Voilà pour quelques pistes. Merci infiniment, Clémence. La parole à Emmanuel Piette pour le collectif féministe contre le viol. Oui, bonjour. Alors, on anime 3 lignes téléphoniques Viol Femmes Information qui vient d'avoir 40 ans. Violence sexuelle dans l'enfance que nous avons créée pour la Civise qui permet aux garçons victimes de dire des choses aussi. Et du coup, on est passé à 20% d'appels de garçons sur cette ligne-là, parce qu'on s'appelle violence sexuelle. Donc là, on peut nous appeler Viol Femmes Information. C'était plus compliqué pour les garçons. Et puis, une petite ligne confidentielle que nous avons ouverte à la demande du ministère de la Santé pour les victimes de l'Oscornec. Alors, l'avantage d'être vieille, c'est qu'on voit les choses évoluer. Et moi, je trouve quand même que beaucoup de choses ont changé, et en bien quand même, parce qu'il y a 50 ans, on était toutes seules à s'occuper de violence, et ça n'intéressait absolument personne. Donc là, maintenant, c'est au goût du jour de parler de violence, et je trouve que c'est vraiment bien. Alors, par exemple, les plaintes, depuis 2010, elles n'ont pas cessé d'augmenter. Certaines années, de 30 à 40%. Mais les condamnations pour viol n'ont pas bougé, voire ont diminué, puisqu'en 2011, on était à 1600 condamnations pour viol. En ce moment, on est à 1000. Donc, il y a un vrai hiatus. Alors, c'est l'inflation, c'est sûr. Toutes ces bonnes femmes se plaignent, c'est épouvantable. Mais si je décrypte au fur et à mesure, déjà chez les policiers, il y a des refus de plainte. On a documenté ça pour la Cour des comptes. On leur a envoyé un petit rapport parce qu'ils disaient on n'arrive pas, donc on l'a à votre disposition. Mais on sait que c'est interdit de refuser les plaintes, mais c'est à longueur de temps qu'on ne prend même pas la plainte. Après ça, on la plaint et on ridiculise la personne, etc. Donc, il y a vraiment, nous, on ne voit pas d'autre solution que de créer des choses comme il y a en Belgique, où ils ne peuvent intervenir auprès de victimes de viol que des personnes volontaires sélectionnées, formées. Ça coûterait beaucoup moins cher, ça éviterait de former les X milliers de policiers et d'en avoir quelques-uns par département qui soient délégués à ça et qui sachent le faire et ne prennent pas les victimes pour soit des imbéciles, soit des menteuses, enfin tout ça quoi. Ça va continuer en justice, et c'est vrai que les procès pour les enfants, alors je sais bien que ce n'est pas vos oignons, mais quand même, pour un enfant, la moyenne de temps entre une plainte pour viol et la fin de l'histoire, c'est 112 mois. 112 mois, presque plus de 10 ans. Il porte plainte à 7 ans. Il se farcira le violeur pendant 10 ans avant que ça soit fini. Et ça, c'est pas possible. Ça, vraiment, les enfants sont en train de payer un très lourd tribut. Nous, on fait 3 signalements par jour sur la ligne violence sexuelle dans l'enfance. Ce qu'on voit dans ces viols chez les jeunes ou chez les gens particulièrement fragiles, je pense à être violée une femme dans un hôpital psychiatrique par un patient, et ben elle le dit et on lui laisse le patient dans son service. C'est-à-dire que rien n'est fait pour protéger les personnes particulièrement fragiles. Ça, on peut s'améliorer sérieusement. La deuxième chose, c'est que je pense que on a parlé des migrantes, mais c'est vrai que d'une part pour le SAMU, je pense à la région parisienne, si tu n'as pas un enfant de moins de 15 jours, tu n'es pas prioritaire, et si tu n'es pas enceinte de plus de 8 mois, tu n'es pas prioritaire. Donc on a dans la rue des femmes enceintes avec plein d'enfants qui vivent des violences, qui d'abord ont eu un parcours, sont parties de chez elles parce qu'elles avaient été victimes de violences, ont un parcours de violence dans la rue, dans le voyage, dans l'eau, dans tout. Elles ont été
violées, noyées, exploitées. Et elles arrivent ici, elles sont dans la rue, elles continuent à être exploitées, et elles ne peuvent pas porter plainte parce qu'elles ont trop peur. Et que d'ailleurs, à défaut, elles ont même raison, parce qu'elles se retrouvent en centre de rétention avec pas les enfants. Non, il y a un vrai problème d'application du droit pour les plus démunis. Alors, parlons des UMJ. Notre revendication, ça serait quand même qu'on puisse aller déposer, se faire examiner. C'est pour ça que je reviens sur Bruxelles et les CPIV, où la première chose, c'est d'être intéressé, d'arriver à l'hôpital et d'être soigné. Et puis après, on garde les preuves. Et puis après, si tu veux, tu portes plainte, mais tu es un peu un accompagnement. Et les policiers qui viennent, qui sont volontaires sélectionnés, formés en civil, ils arrivent, ils prennent la déposition et après même, ils peuvent te raccompagner dans une voiture banalisée parce que c'est une autre mentalité quand même. Et le résultat, c'est qu'en Belgique, 60% des personnes qui fréquentent ces centres portent plainte. Nous, on n'est pas à 10%. Et en plus, je ne vous parle pas de ceux qui ont été refusés parce que ça ne compte pas. Et dernière chose, des fois, on est quand même assez maltraité dans les UMJ. C'est vrai que le système des UMJ il est compliqué parce qu'il a un double financement et que l'hôpital public qui gère et le tribunal qui paye, et il se tire à bourre. Et sa longueur de temps, personne ne veut payer. C'est pour ça que si tu ne peux pas les déposer plainte, parce que qui c'est qui va payer? En vrai, la Sécu doit payer comme le reste. Hein. Bon, mais voilà. Donc il y a un vrai problème, et ça c'est un problème de fond. Si on n'arrive pas à régler ce problème de qui... Est-ce que c'est du soin? Est-ce que c'est de la justice? Est-ce que ça pourrait pas être les deux? On est quand même dans le dysfonctionnement assuré. Et puis alors, revenons-en au psychotrauma et aux soins du psychotrauma. Comment dire? On avait fait pour le HCE à une époque un rapport sur les centres de psychotrauma. Et grosso modo, les centres qui ont été choisis pour soigner le psychotrauma étaient les gens qui s'occupaient des catastrophes. Donc, ils ne sont pas mauvais en psychotrauma de catastrophe. C'est-à-dire une bombe, une inondation, un coup, one shot. Mais alors, la violence qui continue, ça, ils ne veulent pas. Ça continue, ce n'est pas la peine, on ne veut pas traiter, c'est post-traumatique. On a eu des réponses comme ça quand même. Et donc je pense qu'il y a vraiment à les améliorer. Pour le Scornac, on a eu très peu d'appels, mais quand même des gens qui cherchaient des lieux de soins. Et comme ça avait été annoncé, pas mal de centres de psychotrauma nous avaient appelés en disant nous les envoyez pas tous comme si on allait voir une inondation. On n'a pas eu du tout. Mais quand même, on en a envoyé 4 sur 4 centres de psychotrauma. Et 4 fois, c'est un refus de soins qu'on a eu. C'est-à-dire, on lui a donné 4 psychiatres libérales à payer, ce qui quand même, sur un coup comme ça, je pense que c'est un peu la honte, et d'autres où on ne les a pas pris. Quoi. Donc je me dis, on n'est pas du tout à la hauteur. C'est vrai que c'est pour ça qu'ils sont en train de se créer des maisons des femmes, mais il y a toute possibilité d'amélioration au niveau de la prise en charge du psychotrauma. Voilà. Merci infiniment. Juste pour dire quand même, parce qu'il faut des bonnes nouvelles, nous, on a été relogés, nous ne baignons plus dans le caca. Je vous le dis parce que, voilà. Et c'est bien. Merci Emmanuel Piette. La parole à Claire Quidet pour le mouvement d'Uni. Merci beaucoup. Tu me laisses la parole. Merci beaucoup. Merci pour cette invitation. Donc, je vais juste rappeler que le mouvement d'Uni, c'est une association qui accompagne les personnes en situation de prostitution, victimes de traite et de proxénétisme, dans 27 départements où nous sommes présents, mais on déborde parfois sur d'autres départements qui n'ont pas d'association spécialisée. Et donc, nous faisons des démarches d'aller vers pour aller à la rencontre des personnes prostituées sur les lieux de prostitution. Donc, ça veut dire beaucoup maintenant sur Internet, puisque la prostitution s'est évidemment déplacée depuis un certain nombre d'années dans l'espace numérique, en tout cas les annonces et les mises en relation. Alors, la majorité des personnes que nous accompagnons sont des personnes étrangères. Et ce sont évidemment très majoritairement des femmes, même si nous accueillons également
dans une proportion moindre des hommes et des personnes trans également. Alors, à noter que les demandes d'accompagnement ont fortement augmenté ces dernières années. On peut sans doute y voir l'effet de la loi de 2016, où même si c'est encore pas très très connu par les personnes elles-mêmes, mais il y a quand même des choses qui circulent, c'est-à-dire qu'elles commencent à savoir qu'elles ont droit à des aides et du soutien pour pouvoir sortir de la prostitution, si elles le souhaitent en tout cas. Et puis, il y a eu aussi la crise sanitaire, donc, qui a marqué vraiment un arrêt des activités qui contraint, bien sûr, mais qui a permis à un certain nombre de personnes de prendre un peu de recul et de se rendre compte de la violence qu'elles vivaient au quotidien et de se dire que c'était pas possible d'y retourner, c'était plus possible. Donc, on a vraiment senti cette courbe énorme d'augmentation des demandes d'accompagnement et qui ne diminue pas, qui reste constante. Alors, peut-être un petit mot sur les attaques, puisqu'on en a parlé et plusieurs des associations présentes en ont fait état. Alors, on subit effectivement régulièrement des attaques à la fois contre nos locaux, c'est-à-dire des dégradations de locaux, contre les personnes aussi, avec des menaces. Évidemment, ça passe principalement sur les réseaux, mais y compris des menaces de mort. Alors, on sait bien qu'en réalité, il ne va sans doute pas se passer grand-chose, mais quand on est responsable de nos salariés, de nos accompagnantes sociales, dans nos lieux d'accueil, on est obligé de faire attention. Ça nous a amené plusieurs fois à devoir fermer pendant quelques jours des lieux d'accueil. Alors, c'est extrêmement difficile pour l'ensemble des personnes qui travaillent dans notre association. Mais ce que je voudrais aussi faire remarquer, c'est que c'est d'abord au détriment des personnes accompagnées. C'est-à-dire que quand on ne peut plus les recevoir parce qu'on a des locaux qui ont été dégradés, quand on est obligé de fermer, ce sont des personnes qu'on n'accueille pas. Les attaques, ce sont aussi parce que nous sommes une association qui porte les politiques publiques, celle de la France, c'est-à-dire la prostitution, c'est une violence et c'est un obstacle à l'égalité entre les femmes et les hommes. Alors, on est régulièrement traité de transphobe. Parce que quand on est abolitionniste, on est automatiquement transphobe. Je continue à chercher le lien, mais un jour, je trouverai peut-être. Ce qui veut dire qu'un certain nombre de personnes trans qui sont dans la prostitution hésitent à venir passer nos portes pour demander de l'aide parce que elles entendent ça. Et parfois, il faut vraiment qu'elles soient dans une situation désespérée, qu'elles aient essayé d'aller frapper à d'autres portes, dont des associations trans, justement, et de constater qu'en fait, elles allaient obtenir aucun soutien, qu'elles finissent par venir nous voir et qu'elles nous disent « mais ça fait 1 an que je voulais venir, mais on nous a dit que vous étiez des associations transphobes, donc on n'est pas venu ». Et donc voilà, ce que je veux dire, c'est que toutes les attaques qui sont faites à nos associations, les premières victimes en réalité sont les personnes et les femmes majoritairement victimes de violences qui ont un réel besoin de soutien et d'accompagnement. Donc voilà, je voulais juste dire, puis également faire part de la violence dont on a pu être l'objet, notamment lors des manifestations du 8 mars, du 25 novembre, où on est régulièrement attaqué, parfois très violemment. Donc c'est une véritable problématique pour nous. Voilà, je voudrais peut-être rapidement pointer un certain nombre de difficultés et là aussi d'inégalités, de disparités territoriales dans le travail très concret d'accompagnement que nous faisons. Donc là, je vais être vraiment sur le terrain. Nous disposons depuis 2016 d'un outil efficace pour aider les personnes qui sont victimes de prostitution, de proxénétisme ou de traite et qui souhaitent s'extraire de la violence prostitutionnelle par le biais de l'accès à des parcours de sortie de prostitution mis en place par la loi de 2016. Ces parcours de sortie de prostitution sont délivrés par des commissions départementales de lutte contre le système prostitutionnel qui sont installées dans chaque département sous l'autorité des préfets. Or, ce que nous constatons, et ça se durcit de manière vraiment très, très marquée, c'est là depuis 1 ou 2 ans de manière vraiment très forte, c'est que les accès au parcours de sortie sont de plus en plus entravés localement. Et ils sont vraiment beaucoup trop soumis à l'arbitraire des préfectures qui vont appliquer la loi de manière extrêmement élastique. Il en résulte
un nombre conséquent de refus d'accès au parcours de sortie sous des prétextes qui ne sont absolument pas conformes à ce que prévoit la loi. Alors, ça va aller de madame à un compagnon. Donc, quand on a été dans la prostitution, on n'a plus le droit d'avoir un compagnon. Parce que, évidemment, si elle a un compagnon, c'est que c'est son proxénète. Donc, si on lui donne un parcours de sortie, donc des papiers, il va pouvoir continuer à la prostituer tranquillement, même si tout le travail d'accompagnement que font nos associations en amont avant de présenter des dossiers devant les commissions départementales, bien sûr que ce sont des choses auxquelles on fait extrêmement attention et qu'on est quand même à peu près sûr de nous quand on va présenter un dossier. On nous dit également que 4 ans plus tôt, la demande d'asile qu'avait faite cette femme a été refusée. Et il n'y a aucun rapport avec la demande de parcours de sortie de prostitution, d'autant plus qu'on sait très bien que lorsqu'elles font une demande d'asile très peu de temps après leur arrivée en France, donc amenée par un réseau, les récits de vie qu'elles produisent sont ceux qui sont écrits par les réseaux. Ils sont tous similaires, ils racontent tous la même chose. Alors, il y a des modes. Il y a eu l'époque où elles avaient toutes le sida, puis il y a eu les modes où elles étaient toutes lesbiennes, puis il y a eu... voilà, et c'est toujours pareil. Donc, on sait que ces récits ne tiennent pas et que les refus d'asile reposent sur des bases qui n'étaient pas bonnes. Mais après, lorsqu'elles demandent un parcours de sortie de prostitution, il y a eu tout un travail d'accompagnement qui a été fait et on a retravaillé les récits de vie et on est au plus près que possible, en tout cas, de la vérité cette fois. Et par ailleurs, ce sont 2 dispositifs qui n'ont rien à voir. Demander l'asile et demander un parcours de sortie de prostitution ne devraient jamais être mis en corrélation. Donc on a ça beaucoup aussi. Et puis je vous passe, voilà, madame a arrêté la prostitution depuis trop peu de temps. Donc on n'est pas sûr qu'elle veuille vraiment quitter la prostitution. Mais dans le département à côté, on nous dit... Mais ça fait déjà plusieurs mois qu'elle a arrêté. Bon, elle n'a plus besoin d'un parcours alors. Donc elle a arrêté depuis trop longtemps ou depuis pas assez longtemps. Juste quelques petits exemples pour vous montrer que c'est extrêmement compliqué de pouvoir défendre des dossiers dans de telles circonstances. Et puis pire encore, nous avons certains départements, et je ne vais pas les citer, je vais leur faire, mais ça me démange, où à l'issue d'un parcours de sortie de prostitution, 2 ans, la personne qui a trouvé du travail, qui a été accompagnée, qui s'est réinsérée au QTF. C'est-à-dire ou juste après, voilà, au QTF. Et donc, ce qui veut dire aussi le paradoxe, c'est que l'État investit dans des dispositifs. Les personnes vont pouvoir toucher une allocation financière d'insertion. Il y a des accès au logement, etc. Très grâce, en effet. Donc, on investit pendant 2 ans et ensuite pour une OQTF, pour une personne qui le plus souvent, parce que 95% des personnes qui terminent un parcours de sortie de prostitution sont en emploi. Ça veut dire qu'elles travaillent, ça veut dire qu'elles payent des impôts, etc. Donc, il y a vraiment des incohérences qui sont énormes. Et en tout cas, ce que l'on constate, c'est que de plus en plus, les personnes ne sont pas considérées comme des victimes de violences qui souhaitent s'extraire de la prostitution et à qui l'État doit protection et soutien, mais comme des personnes qui rusent, et on l'a entendu, pour obtenir des papiers. Donc c'est un vrai problème, et bien que la ministre Aurore Bergé ait présenté, ça doit faire maintenant bientôt 2 ans, le plan de lutte contre le système prostitutionnel, on voit que les directives ont du mal à redescendre localement ou alors qu'elles sont tout simplement délibérément ignorées. Voilà. Je voudrais aussi dire un tout petit mot sur les difficultés d'accès au logement. Ça a été évoqué, mais je voudrais dire à quel point c'est accru pour les personnes en situation de prostitution. Elles sont souvent exclues du parc d'hébergement d'urgence, du fait de leur situation irrégulière, mais aussi souvent parce que la situation de prostitution fait peur. C'est des personnes compliquées. Nous, on ne trouve pas, mais... Et puis, on ne sait pas comment gérer ça. Mais nous, on les accompagne, même si elles sont hébergées chez vous. Donc, il y a vraiment souvent un refus. Puis parfois, on nous dit, madame n'est pas prioritaire parce qu'elle n'est pas victime de violence conjugale. Alors, c'est très bien que les personnes victimes de violences conjugales soient prioritaires pour avoir accès à un logement. C'est méconnaître très souvent le fait que énormément de femmes sont prostituées par leurs compagnons ou que leurs proxénètes pendant un temps et leurs compagnons... donc c'est une forme de violence conjugale aussi. Et en tout cas,
ça vient complètement à l'encontre du principe d'universalité de l'hébergement d'urgence en France, qui a d'ailleurs été rappelé en 2024 par le Conseil constitutionnel. Je voulais quand même le noter. Et là aussi, ce que je voudrais noter, c'est que cette difficulté se trouve encore accrue lorsqu'il s'agit de personnes trans. Dans les disparités que nous pouvons noter aussi dans l'accès aux droits, c'est tout ce qui tourne autour de l'accès à la justice. Je ne reviendrai pas sur la difficulté de porter plainte et la manière dont les personnes sont reçues. Imaginez quand c'est une personne en situation de prostitution qui vient porter plainte pour violence sexuelle, voire pour viol, et à qui on dit gentiment « Madame, c'est le risque du métier ». Donc, les difficultés de porter plainte. Dans le cadre de procès de proxénétisme, la qualification de traite est encore trop souvent ignorée par les magistrats. Ça a d'ailleurs été souligné dans le rapport d'évaluation de la France par le GRETA en 2022, parce qu'il semblerait qu'il n'y ait pas une véritable connaissance du fait que la traite n'implique pas toujours le franchissement d'une frontière, mais que la traite peut avoir lieu à l'intérieur d'un même pays. Et c'est le cas, en tout cas nous le constatons pour beaucoup de jeunes, très jeunes filles, parfois mineures, qui sont déplacés par ces nouveaux petits réseaux qu'on appelle de manière impropre le proxénétisme de cité, mais qui est plutôt du proxénétisme de proximité. Donc ça, c'est vraiment un problème aussi. Les circonstances aggravantes prévues par la loi pour les violences commises sur les personnes prostituées ne sont jamais retenues. Et le principe de non-sanction n'est jamais appliqué. Je rappelle qu'une personne victime de traite ne peut pas être condamnée pour des actes illicites commis pendant ou à cause de sa situation d'exploitation. Et ça, nous, c'est quelque chose que nous voyons régulièrement lorsque des femmes victimes d'un réseau, après 2 ou 3 ans, vont être amenées, on va leur demander d'encadrer 3 ou 4 autres jeunes femmes à leur tour, et qu'elles y sont souvent contraintes, et parfois elles n'y voient que cette solution pour enfin s'extraire de cette violence quotidienne un petit peu. Et du coup, elles sont arrêtées pour proxénétisme et condamnées, alors qu'elles sont bien dans une situation de traite où elles ont été contraintes de devoir jouer ce rôle, et que les réels proxénètes qui sont en arrière, au-dessus, voire ailleurs, eux, n'ont aucun problème. Et puis, par rapport à ces difficultés de recours à la justice et de faire valoir un certain nombre de points comme ceux que je viens de citer, je voudrais quand même signaler qu'en regard, l'interdiction d'achat d'actes sexuels est peu effective parce que la politique de répression envers les clients n'est pratiquement pas appliquée. Donc, on a les personnes qui se voient dénier l'accès à leurs droits, tandis que ceux qui les exploitent et qui les violent n'ont aucun problème. Et donc, c'est vraiment on pourrait faire des économies en plus, là. Et en plus, on pourrait, en tout cas, l'État pourrait récolter un peu d'argent, mais voilà. Et juste rappeler que quand même, le fait de toucher la demande est le seul moyen efficace pour contribuer à une baisse de la prostitution et de la traite. Et c'est d'ailleurs ce qui avait motivé le législateur en 2016 pour vraiment intégrer ce... Voilà. Dernière chose... Pour l'accès au financement, on constate aussi des inégalités territoriales avec certaines délégations de droits des femmes qui ne souhaitent pas financer des associations qui sont trop abolitionnistes et on nous trouve trop militantes, mais qui ne se privent pas d'en financer, qui sont des associations réglementaristes qui militent pour la reconnaissance du travail du sexe, qui sont les mêmes qui nous attaquent. Et donc le paradoxe, c'est que pour se défendre, on va dépenser de l'argent public tout ça est complètement incohérent. Voilà, et je vais juste arrêter là, mais dire aussi qu'on a la même incohérence en ce qui concerne l'accompagnement des mineurs en situation de prostitution. Vous le savez, c'est quand même un sujet qui préoccupe tout le monde, et on en parle tout le temps et partout, et en revanche, on nous supprime les subventions qui vont avec l'accompagnement des mineurs. On a perdu notamment une grosse subvention de la DGCS sur le plan mineur, alors qu'on a démultiplié nos actions, nos outils, notre soutien aux professionnels, les formations et les accompagnements, les co-accompagnements de mineurs avec les professionnels de l'ASE qui nous sollicitent tout le temps. Donc là aussi, on a beaucoup d'incompréhension, et je vais m'arrêter là.
Merci infiniment pour vos propos, pour cet état des lieux extrêmement précis. Merci, vous aurez l'occasion. On va laisser la parole. Juste un petit mot. Alors, je vous laisse fermer votre micro. Et on va laisser la parole à nos deux co-rapporteurs, Élise Leboucher, puis ensuite nous aurons la prise de parole de nos orateurs et vous aurez à ce moment-là, chère Claire, l'occasion de répondre. Merci. Merci Madame la Présidente. J'ai vu avec ma collègue Sandrine Josué, elle me laisse la primeur parce que je vais devoir partir à 17h à peu près en hémicycle. J'ai une contrainte, donc voilà, je m'excuse par avance. Mais, merci de prendre le temps de cette audition aujourd'hui. Vous saluez votre travail et votre engagement quotidien, travail qui devient comme de plus en plus compliqué en effet. Oui, par la montée... la montée des situations et les chiffres qui explosent, mais aussi sur l'ambiance en effet actuelle politique. Vous évoquiez la montée d'une extrême particulière quand même qui est très dangereuse pour les droits des femmes. Et donc il y a un vrai enjeu en tout cas à soutenir à vos associations et surtout à pérenniser en effet la question des budgets et des moyens financiers est très important. Donc saluer aussi vos équipes qui sont en première ligne sur le terrain et on sait à quel point c'est pas facile tous les jours, on en a bien conscience. Juste un petit mot dans le cadre de cette mission. Ce matin, on a auditionné un groupe de victimes. C'était une audition assez forte et émotionnellement, mais voilà, ce qu'elles racontent de leur parcours propre, avec des histoires différentes. Voilà, ça rejoint clairement ce que vous racontez, donc c'est assez riche pour nous. Du coup, moi, ma question, deux questions, parce que vous avez dit comme beaucoup de choses. D'après votre expérience, quels sont vraiment les principaux coûts auxquels font face les victimes ? Qu'est-ce qui est mis en place par l'État pour atténuer ou prendre en charge ces coûts ? Et aussi la question des coûts invisibles, dont on parle peu, dont on a beaucoup parlé ce matin, notamment en termes de carrière professionnelle. Des femmes qui nous exposent que si elles font le comparatif aujourd'hui avec des collègues il y a 10-15 ans, au moment où elles ont été agressées, là où elles sont aujourd'hui et là où sont leurs collègues aujourd'hui, la perte dans l'évolution de la carrière, les difficultés autour de mutuelles qui, quand ils voient qu'il y a des mois, voire des années d'arrêt de travail, d'arrêt maladie, discutent un petit peu des contrats. Et puis l'enjeu sur l'impact sur la retraite aussi, une fois que ces femmes partent à la retraite, puisque ça fait des carrières hachées avec une évolution de carrière qui était... Donc ça impacte beaucoup, donc ça c'est des questions aussi, des sujets qu'on a eus, et c'est difficile concrètement à matérialiser. Et une question sur la prévention, quelle mesure sera indispensable selon vous pour mieux prévenir les VSS à tous les âges de la vie ? Et je vais poser une question en ayant un peu la réponse, mais je la pose quand même. Si des moyens financiers étaient suffisamment déployés pour la prévention, estimez-vous que c'est un investissement qui permettrait d'économiser des coûts pour les victimes et la société par la suite ? Merci à vous. Et je m'excuse si je pars en cours d'audition, mais j'ai une collaboratrice qui est là et on prend des notes, donc j'écouterai. Merci Élise, Madame la Présidente, chers collègues, mesdames, merci pour vos contributions et je tiens vraiment à saluer tout le travail que vous faites. Voilà l'immense travail et je suis vraiment aussi, je pense comme mes collègues, désolée de constater à quel point parfois vous avez des attaques, des atteintes personnelles diverses et variées et voilà, vraiment merci de nous le transmettre et voilà, on vous dit aussi ô combien on a besoin de vous et sachez qu'on vous soutient voilà, du mieux possible et qu'on continuera à le faire. Dans ce que vous avez dit, Madame la Présidente, c'était assez bien résumé sur de nombreuses actions que vous faites depuis de nombreuses années, dans ce que vous nous avez témoigné par rapport à ce que vous vivez chacune voilà, dans vos associations, fondations, fédérations. Eh bien, c'est pour nous très important pour améliorer les recommandations de notre rapport qu'on remettra au mois de septembre. Alors, maintenant, moi, ce que j'aimerais vous dire, c'est que ce qui nous intéresse, c'est vraiment comment on pourra, avec ce rapport, avoir aussi des propositions qui vont aller en soutien de ce que vous faites, mais en accord total avec le terrain. Et j'avais une première question justement sur la coordination. Comment on pourrait améliorer aussi la coordination
de toutes vos actions, des partenaires avec qui vous travaillez. Est-ce que vous avez des pistes, des idées là-dessus? Et puis, vous rencontrez aussi des écueils. Comment, pourquoi, qu'on comprenne aussi tout ça. Et puis, il y a peut-être aussi des points positifs et des choses à modéliser. J'aimerais que vous puissiez nous les partager. Et est-ce qu'il y a d'autres formations qui seraient importantes de faire sur des sujets peut-être un peu émergents? Je pense au contrôle coercitif, mais il y a peut-être d'autres sujets que vous voyez, vous, qui seraient intéressants de porter à la connaissance des personnes qu'il va falloir former partout, hein, aussi bien dans la chaîne judiciaire que dans le monde social et aussi dans le secteur médical. Voilà, et la dernière question, ce serait plutôt sur les dépôts de plainte. Est-ce que vous vous associez à certaines pistes d'amélioration? Comment? Est-ce que vous avez déjà mesuré des choses qui fonctionnent? Merci de nous transmettre tout ça et je vous remercie du fond du cœur. Merci. Alors pour les orateurs, oratrices de groupe, pour le groupe Ensemble pour la République, Graziella Melchior. Merci Madame la Présidente. Mesdames, avant tout, je vous remercie d'être ici dans le cadre de cette mission d'information sur le coût des VSS et l'accompagnement des victimes portée par Sandrine Josso et Élise Leboucher. Aujourd'hui, force est de constater que les violences faites aux femmes n'ont pas reculé et c'est pour ça que votre rôle est essentiel et que je salue une fois de plus votre engagement. Face à ces constats, les finances publiques ont quasiment triplé pourtant depuis 2020, passant de 36 à 101,1 millions d'euros en 2024. Et vous savez que nous, députés, membres de cette délégation, nous continuons à plaider chaque année pour plus de moyens. Vous l'avez évoqué, ça manque toujours. En effet, les montants en question demeurent insuffisants, a fortiori lorsqu'on les rapporte au coût des violences. Ils se comptent en milliards, voire en dizaines de milliards d'euros pour la société. Les VSS, c'est un coût collectif, mais c'est aussi bien sûr un coût individuel pour les victimes dans leur processus judiciaire. Pour se constituer partie civile, la victime doit d'abord verser une consignation entre 1 500 et 3 000 euros. S'ajoutent naturellement les frais d'avocat, en moyenne 6 000 euros pour un viol et plus de 4 000 euros pour une agression sexuelle. Enfin, les victimes paient souvent à leurs frais la constitution de preuves et les examens médicaux notamment, ou des huissiers parfois. Rappelons aussi qu'il y a un coût lié à la réparation psychologique. L'État peut prendre en charge une partie de ces frais, notamment par le biais de l'aide juridictionnelle durant la procédure. Néanmoins, si pour les victimes de viol, elle est attribuable sans critères financiers, pour les victimes d'agression et de harcèlement sexuel, il faut justifier de revenus très faibles. L'aide juridictionnelle a en outre cela de cynique, qu'elle est également calculée par foyer fiscal lorsque les femmes sont mariées, parfois même avec leurs agresseurs. En outre, cette aide juridictionnelle bénéficie également aux prévenus et il conviendra d'essayer de comprendre pour quelles raisons le montant est supérieur à celui des victimes. Le rapport de la Fondation des femmes de 2022 sur le coût de la justice pour les victimes de VSS a formulé plusieurs propositions qui me semblent pleines de bon sens sur ce point. Vous préconisez notamment d'accorder la même aide juridictionnelle aux parties civiles qu'aux prévenus, de revaloriser son barème, parmi l'un des plus bas en Europe, et de déconjugaliser les critères d'attribution. Pourriez-vous me dire si vous avez réussi à faire entendre ces propositions auprès du gouvernement et quels sont, selon vous, les bloquants pour les mettre en œuvre? En outre, certaines propositions législatives souhaitent supprimer totalement les conditions de ressources pour les victimes. Y êtes-vous favorable? Et je rajoute une dernière question pour Madame Piette. Vous avez dit que les dépôts de plainte n'étaient pas reçus de la même façon. Est-ce vous avez une idée de la répartition sur le territoire, par exemple? Est-ce que dans les villes ou dans le sud de la France, on reçoit mieux que... Voilà, je voulais savoir s'il y avait une répartition différente suivant où étaient les prises de plainte. Je vous remercie. Pour la France Insoumise, Gabrielle Catala. Merci beaucoup Madame la Présidente, merci à toutes les représentantes d'associations présentes. J'en profite d'ailleurs pour apporter notre soutien aux salariés du 3919 qui sont menacés par des réseaux masculinistes depuis plusieurs semaines maintenant. J'ai juste une question très simple et malheureusement moi aussi je vais devoir aller voter le texte sur les soins palliatifs en hémicycle, donc je regarderai votre réponse. J'aimerais votre avis chacune sur les annonces de Monsieur Darmanin sur le projet de loi justice, à savoir l'extension, enfin le plaidé coupable
et la généralisation des infractions traitées par les cours criminelles, ce qui est en fait ce qu'on avait toujours annoncé, c'est-à-dire que les ministres allaient en venir à être les fossoyeurs de la cour d'assises. Voilà, j'aimerais avoir votre avis là-dessus. Merci. Merci infiniment. Je veux bien aussi avoir votre avis si on suspend pour aller voter. On peut se poser la question. Ok, ça marche. Ok, très bien. Merci. Pour les socialistes et apparentés, Céline Thiébaut-Martinez. Merci Madame la Présidente et merci pour l'organisation de cette table ronde. Merci aussi aux représentants des associations pour l'état des lieux, malheureusement pas très optimiste que vous faites, hein, à la fois sur l'augmentation des violences, les difficultés de la prise en charge, tous les obstacles que vous rencontrez, et puis la montée des masculinismes qui aujourd'hui est une réalité quotidienne et qui vient perturber vos actions et nos actions aussi en tant que féministes, mais dans une moindre mesure bien sûr. Moi je voudrais revenir sur la conclusion de l'intervention d'Anne-Cécile, qui est partie, pardon, j'avais pas vu qu'elle était partie en plus, mais c'est pas grave, je suis sûre que vous allez pouvoir répondre. La collègue Catala l'a évoqué, on a très prochainement à l'étude un projet de texte qui émane donc du ministère de la Justice, dit projet de loi sûr, qui vient porter, en tout cas défendre des mesures dont l'objectif est de fluidifier, de réduire les délais d'audiencement, de diminuer le délai de traitement des affaires, etc. etc. Donc on a été consulté déjà dans un premier temps, on a des arguments très comptables, des arguments de gestion. On nous dit, on nous rappelle que un procès en cour d'assises, c'est 8 ans, devant une cour criminelle départementale, c'est 6 ans. Et en conclusion de ça, parce que tout le monde a envie que les choses se passent et qu'elles se passent vite, ou en tout cas dans des délais plus raisonnables qu'elles se passent aujourd'hui, on a donc la proposition, là maintenant, d'avoir un plaidé coupable, donc qui porte un autre nom, puisque c'est la reconnaissance de crimes, la procédure de jugement des crimes reconnus. Anne-Cécile Mailfer, dans son intervention, elle a conclu sur le regard que la société porte sur les violences faites aux femmes, sur les agressions. Et on est donc maintenant arrivé à un stade, la collègue Catala l'a dit de façon un peu express, un peu rapide, mais je pense assez juste. C'est un peu le Black Friday des violences faites aux femmes, c'est-à-dire qu'il y a quelques années, on était sur des cours d'assises avec un jury populaire, l'héritage de la Révolution française, de tout ce que ça signifie en termes de portée pour la société, c'est-à-dire que c'est le peuple français qui vient juger une violence qui est dénoncée, qui est condamnée par le Code pénal. Je rappelle que le Code pénal comprend tout ce que la société ne tolère pas en termes de comportement des individus. On n'est pas dans une logique de rapport entre deux individus, on n'est pas dans la sphère privée, on est dans la sphère publique, dans la sphère de la morale. Donc on avait au départ ces cours d'assises pour les viols, les agressions sexuelles. Comme on a eu un phénomène de correctionnalisation, parce que déjà on sentait qu'on avait des sujets de timing, de délai de traitement, on est donc passé à la cour criminelle départementale. On s'est aperçu, et un rapport de la commission des lois du mois de juillet qui montre que ça n'a pas tout résolu et largement pas résolu la problématique des délais. On se retrouve aujourd'hui avec une procédure de plaidé coupable qui fait de la victime une sorte, je ne vais même pas dire d'acteur de la procédure, c'est un satellite dans le trio des acteurs du plaidé coupable, puisque dans la proposition de la loi qui nous est faite, on a le procureur, le juge d'instruction et l'auteur présumé qui peuvent se mettre d'accord sur une procédure de plaidé coupable. Et dans ce schéma-là, une victime qui pourrait exprimer dans un délai assez court sa non-opposition. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est comment vous percevez à la fois cette évolution, mais comment vous imaginez les conséquences d'une telle disposition si elle venait à être adoptée par le Parlement dans les semaines ou les mois qui viennent. Je vous remercie. Merci. Pour le groupe Horizon, Anne-Cécile Violent.
Merci Madame la Présidente. Mesdames, déjà à travers vos présences, je tiens à vous adresser ma profonde reconnaissance pour vos actions au quotidien en faveur des victimes. Nous examinons aujourd'hui le coût de l'accompagnement des victimes de violences sexistes et sexuelles, mais derrière ces lignes budgétaires, évidemment, il y a des trajectoires de vie brisées, des actions, des besoins d'accompagnement sur le long terme. Donc c'est aussi une pensée pour toutes ces victimes. Dans un contexte de contraintes financières fortes, il nous semble essentiel de poser la question clairement de l'adéquation entre les moyens engagés et la réalité des besoins. Et je remercie Madame la Présidente, la DDF et nos rapporteurs de nous proposer cette table ronde. Depuis plusieurs années, les pouvoirs publics affichent la lutte contre les violences sexuelles et sexistes comme une priorité. Pourtant, sur le terrain, les associations nous alertent régulièrement sur l'écart entre les ambitions affichées, les moyens réellement disponibles, et expriment une forme d'épuisement inhérente à ce manque de moyens. Et alors que nous sommes autour de la table depuis tout à l'heure, je note qu'il vous semble difficile de nous donner des chiffres. Je pensais avoir plus de données chiffrées. Mais tout cela est peut-être bien très symptomatique, justement. On a pu effectivement avoir les lignes budgétaires identifiées, notamment dans le cadre du ministère de la délégation des droits aux femmes. Mais c'est sans doute que, preuve en est que ce financement n'est pas si lisible que ça. Et ça me fait penser à la tribune de Frédérique Mars, présidente du réseau national de Women Safe and Children, qui proposait un plan d'action en 5 points pour changer de paradigme et pour produire des actions à la hauteur de l'urgence. Et s'agissant du financement, elle évoquait ce morcellement entre plusieurs ministères qui ne permet ni un pilotage global, ni le développement de stratégies intégrées et efficaces. Et elle suggérait de créer un cadre budgétaire transversal à l'image du Fonds interministériel de prévention de la délinquance pour garantir une prise en charge durable des victimes et renforcer la prévention. Donc ça, c'est ma première question. Qu'est-ce que vous en pensez? Et puis, ça me permet aussi d'introduire une autre question sur la prévention. Ça a déjà été abordé par mes collègues, mais c'est essentiel. En fait, plus que de coûts, on devrait parler d'investissement, mais comme dans toutes nos politiques publiques, je pense évidemment à la transition écologique, mais s'agissant de cette politique-là, évidemment, puisque on sait, juste un chiffre, que 40 à 60% d'enfants délinquants sont des enfants qui ont vécu des violences. Donc, c'est un véritable investissement, un véritable levier de progrès social qui éviterait justement ces coûts futurs importants. Et c'est aussi toute la question des coûts invisibles et de est-ce qu'aujourd'hui on est en capacité de mesurer le coût du non-accompagnement dans toutes ces sphères, parce qu'évidemment elles sont multiples. Et donc c'est une conclusion, hein, c'est finalement un choix de société. Est-ce qu'on choisit de réparer dans l'après-coup ou est-ce qu'on décide d'investir pour prévenir? Et évidemment, je pense qu'on partage cette idée essentielle si nous voulons penser l'action publique de manière cohérente et efficace. Merci infiniment, mesdames. Merci pour toutes vos interventions, mesdames. Je vous laisse la parole, peut-être juste pour contraindre un peu le temps, parce qu'il est 17h, nous avons un bureau à 17h15. Est-ce que vous êtes en mesure d'avoir une prise de parole 2-3 minutes par personne? C'est OK pour vous? Merci. Emmanuel Piette. Juste, moi je vais intervenir sur la prévention, parce que par ailleurs je suis médecin de PMI et que j'ai mené en Seine-Saint-Denis pendant 40 ans la campagne de prévention des agressions sexuelles à l'encontre des enfants. On sait faire. En vrai, dépister les enfants dans les grandes sections de maternelle, dans les CM2, en 4e, 3e, avec des séances d'animation. Nous, on faisait un signalement par classe. Et je veux dire qu'un gamin qui est repéré victime à 5 ans, moi, je vois ces petits garçons qui venaient me voir en me disant « Tu crois que quand je serai grand, je ferai ça ?» Je suis sûre que non, puisqu'on a dit que ce n'était pas correct ce qu'on t'avait fait. Et ben, je ne suis pas inquiète pour toi. Par contre, quand je suis allée dans les prisons discuter avec les enfants agresseurs sexuels et que sur 119, tous, ils avaient subi de la maltraitance grave, des viols, ils venaient de pays déjantés où ils avaient participé à des massacres épouvantables. Et dans une deuxième série, 2010, à ce moment-là, ils étaient 90% maltraités, 30% agressés sexuellement, 65% abandonnés par un des deux parents et 60% ils avaient vu papa tabassé ou maman violée. Et bien vous voyez, ça, c'est ça. C'est ça qui est compliqué dans la prévention. C'est que c'est quand même un peu de la postvention. Mais moi, dépister un gamin à 5 ans, arrêter pour lui la violence, je sais que dans 40 ans, il ne sera pas agresseur.
Et c'est ça l'idée. Et évidemment, moi j'avais la chair de poule quand je sortais de prison parce que je me disais c'est des gosses qu'on a loupés. Si on avait, quand ils avaient, eux, été victimes, eh ben ça ne serait pas arrivé maintenant. Je suis d'accord avec vous, c'est un choix de société. Et les enfants, et là ce qu'on voit en ce moment dans les écoles, et la difficulté qu'on a quand même à aller de faire de la prévention dans ces classes où il y a eu des agressions sexuelles, je me dis mais c'est nul. Mais vraiment, voilà, c'est tout. Merci. Et juste sur le handicap, pardon. Mais sur le handicap, nous on a fait une étude, la moitié des gens qui nous parlaient de handicap disaient depuis que j'ai été violée, eh ben, j'ai perdu mon boulot, j'ai machin, etc. Et maintenant, je fais la côte au rep. C'est-à-dire que le viol peut avoir des conséquences majeures sur la santé. Et puis, évidemment, l'autre moitié nous disait il m'a violée parce que j'étais handicapée. Mais quand même, le handicap, ça paye un très lourd tribut aux violences sexuelles. Merci. Claire Quidet. Oui, merci. Je ne vais pas répondre à tout, évidemment, par faute de temps, mais je vais vous donner quelques chiffres. Je voudrais juste dire qu'il y a une dizaine d'années, le Mouvement d'Uni avait fait une étude pour estimer le coût économique et social de la prostitution en France. Alors, il date, ça a 10 ans, c'était 2015 exactement, mais je pense que ça reste, voilà, avec évidemment des petites mises à jour qui seraient nécessaires. Et donc, ce qu'il en était ressorti, c'était que si on ne fait rien, la prostitution coûte 1,6 milliard d'euros par an. Alors, ça comprend beaucoup de coûts directs médicaux, des coûts de santé, des coûts directs non médicaux, des conséquences sociales, etc. Enfin, je ne vais pas vous donner tous les détails, y compris des coûts un peu invisibles, comme vous l'avez évoqué. Et puis aussi, un énorme montant de la circulation monétaire de l'argent de la prostitution, donc de l'évasion fiscale. De l'argent qui, si par exemple tous les clients de la prostitution ne pouvaient plus être clients de la prostitution et dépensaient l'argent qu'ils dépensent dans la prostitution autrement, ça serait de l'argent qui rapporterait à l'État, il y aurait de la TVA sur chaque achat, etc. Bon, donc ça, c'était quand même intéressant. Et nos associations de terrain qui sont agréées pour porter les parcours de sortie de prostitution ont fait également, il y a quelques années, il y a 4 ans environ, l'étude de combien ça coûterait à l'État de sortir 40 000 personnes de la prostitution. C'est le chiffre officiel que l'on donne de la prostitution en France. Évidemment, on ne sortira pas 40 000 personnes. Il faut qu'elles le souhaitent d'abord. Et puis, mais si sur 10 ans, on sortait 40 000 personnes, ça coûterait 2,4 milliards, soit 240 millions par an. C'est-à-dire, on ne fait rien. Ça coûte 1,6 milliard par an. On accompagne un dixième du nombre total de personnes par an, ça coûte 240 millions. Voilà, je voulais juste dire que c'est quand même intéressant de mettre ça en perspective si vous travaillez sur les coûts, justement, des violences. Et puis, juste dire un tout petit mot sur la prévention. Nous faisons beaucoup de prévention dans tous les départements où nous sommes présents, dans les établissements scolaires. Et effectivement, je crois qu'il faut vraiment, vraiment aller beaucoup plus loin dans ce qu'on fait en prévention. Dire aujourd'hui très précisément, est-ce que ça fait que dans 20 ans, on aura une génération qui sera complètement exemplaire? Je ne sais pas, mais on pourra vous en dire peut-être un peu plus puisqu'on est en train de travailler sur l'évaluation justement de toutes les actions de prévention et je pense que ça pourra être intéressant de partager là-dessus après. Voilà. Merci beaucoup. La parole à Miné Gounbaï. Oui, merci. Alors rapidement, on s'est partagé un peu ce qu'on va répondre parce qu'on ne pourra pas répondre à tout, mais vous avez raison, on a assez peu de chiffres finalement parce que la question qui se pose souvent, c'est est-ce que c'est aux associations d'évaluer le coût des politiques publiques? Nous, on le fait a posteriori. C'est pour ça qu'on essaye d'évaluer le coût, par exemple, d'un TGD. On le fait a posteriori parce qu'on se rend compte que pour nos professionnels sur le terrain, c'est intenable. Dans les recommandations, il y a sans doute la nécessité peut-être d'arrêter l'empilement de nouveaux dispositifs et déjà de voir effectivement comment les dispositifs entre eux fonctionnent. L'aide universelle, on en a parlé tout à l'heure, le BOB 137, l'augmentation est essentiellement liée au fait qu'on abonde l'aide universelle parce que c'est maintenant du droit commun, mais du coup on supprime à d'autres endroits. Donc en fait, ces empilements de politiques publiques ont des conséquences aussi dans la prise en charge. Sur la question des EVARS et de la prévention primaire, pour répondre à ce que disait Madame Le Boucher, pour nous c'est évident que pour lutter contre les violences faites aux femmes, il faut d'abord
d'abord faire de l'éducation et de la sensibilisation auprès des filles et des garçons dès le plus jeune âge. Et il y a un collectif qui s'appelle le collectif pour la vie pour l'éducation et la vie affective, relationnelle et sexuelle, qui a tenté d'évaluer le coût de cette politique publique d'éducation à la vie affective. Et on l'a évalué à 620 millions d'euros par an, ce qui équivaut à peu près à 52 € par an et par élève. Donc on pense que ça vaut le coup parce qu'effectivement, on sait que ça sera effectivement bénéfique pour la suite. Concernant le coût des violences invisibles, on parlait tout à l'heure des violences économiques. Alors nous, on a essayé notamment avec l'IFOP et le Crédit Mutuel de mener à travers notre réseau et au 3919 des enquêtes sur les violences économiques. Et ce qu'on peut vous dire, c'est que 25% des femmes disent vivre des violences économiques dans le cadre des violences conjugales. Donc ça veut dire aussi concrètement que ça a des incidences dans tout leur parcours de sortie des violences. 30% d'entre elles disent qu'elles ne disposent d'aucune ressource en propre. 48% d'entre elles, elles n'auraient pas les moyens de quitter le domicile sans aide extérieure. Et 71% d'entre elles nous disent qu'elles ne sont pas aidées par le père des enfants pour couvrir les besoins des enfants. Et donc tous ces coûts invisibles, parce qu'on a encore assez peu d'études sur le coût de ces violences économiques pour les femmes en situation de violence, ont des incidences directes. Dans le cadre des coûts pour les salariés, je disais tout à l'heure, ça nous oblige aussi, cette question des violences, à avoir une attention accrue sur la question des risques psychosociaux et notamment des formations sur les syndromes vicariants, parce que quand on est toute la journée sur le terrain ou à écouter des témoignages, vous parliez tout à l'heure de comment vous aviez été impacté d'entendre ces victimes, c'est le quotidien de nos professionnels et donc ça a des incidences sur leur santé. Ça a des incidences sur nous, employeurs, qui devons accompagner au mieux ces salariés. Donc tous ces coûts-là mériteraient effectivement de pouvoir être mis bout à bout, parce qu'entre les burn-out, les arrêts de travail, effectivement, ça a des incidences sur la continuité. Et dans les recommandations concrètes, évidemment, on l'a dit dans le rapport qu'on a rendu au Grévio, la question de l'interministérialité pour nous est essentielle pour pouvoir effectivement avoir des politiques publiques cohérentes. Et puis sur la question des financements, la pluriannualité des financement est aussi essentiel parce qu'en fait, l'épuisement de nos associations est lié au fait que, en moyenne, dans nos associations, mais je crois que c'est pareil dans d'autres, en moyenne, elles déposent 18 à 30 demandes de dossiers par an. Ah bah vous êtes encore plus parce que voilà, nous vraiment on est entre 18 et 30 en fonction de nos structures et pourtant ce sont des actions qui doivent s'inscrire dans le long terme et qui sont d'une année à l'autre quasiment les mêmes et on ne peut pas évaluer l'efficacité d'un dispositif en un an sur l'accompagnement des femmes. Donc voilà, ça c'est deux pistes très concrètes. Merci. Alors, en complément, oui, moi, je voulais peut-être juste rebondir là-dessus en disant que pour certaines de nos directrices, c'est 100 demandes de subventions par an, avec des moyens, en plus des très peu de fonctions support, puisqu'on a beaucoup de mal à financer des postes d'administratifs. Donc, on a, j'insiste aussi sur la prévention du burn-out et des risques psychosociaux dans nos associations. Pour nous, c'est vraiment une préoccupation majeure aujourd'hui. Ça va être d'ailleurs une des priorités pour 2026, c'est de vraiment protéger le personnel de nos associations. Qui souffrent beaucoup. Vous avez évoqué plusieurs questions, je vais essayer d'y répondre en complément à ce qui a été dit. La coordination des acteurs sur le terrain est un enjeu majeur d'efficacité de cette politique publique. Donc quand les CLSPD, par exemple, fonctionnent bien au niveau local, ça améliore considérablement l'action de chacun des acteurs, qu'il s'agisse des associations, des forces de l'ordre, de la justice, des services sociaux qui interviennent sur le terrain. Donc cet enjeu de la coordination, il est vraiment majeur pour gagner en efficacité dans cette politique publique. L'augmentation tout ce que vous avez évoqué, Madame, concernant l'augmentation du barème, la réforme de l'aide juridictionnelle, nous souscrivons pleinement à l'ensemble de ces propositions qu'on a portées auprès aussi de la Fondation des femmes. Donc voilà, ça va être rapide. Oui, oui. C'est un enjeu si on veut que les femmes qui souhaitent faire valoir leurs droits puissent accéder à la justice. C'est un enjeu majeur. Concernant la question aussi des données chiffrées, c'est vrai qu'on a beaucoup de mal. Il y a un enjeu de transparence dans le projet de loi de finances, enfin dans la loi de finances, de transparence sur les budgets alloués à la lutte contre les violences faites aux femmes. Au-delà des chiffres, on a beaucoup de mal, et j'imagine que c'est votre cas aussi, à retracer ce qui relève réellement
de la lutte contre les violences faites aux femmes. Et peut-être qu'un enjeu majeur, ce serait d'améliorer la lisibilité du financement de cette politique publique, avec pourquoi pas un cadre budgétaire transversal, à condition qu'il soit piloté au plus haut niveau par la ministre en charge de cette politique publique. Il y a une question aussi de pilotage de cette politique publique qui est interministérielle et qui ne bénéficie peut-être pas aujourd'hui du cadre interministériel dont elle a besoin pour s'exercer dans les meilleures conditions. Je vous donne un exemple très concret. La Direction générale des Outre-mer, nous avons une convention avec la Direction générale des Outre-mer pour déployer l'action des CIDFF dans les territoires d'Outre-mer. C'est une action qui relève aussi bien de la Direction générale des Outre-mer que de la Direction générale de la cohésion sociale et du ministère des droits des femmes, du ministère de la Justice pour toutes nos actions en faveur de l'aide, de l'accès aux droits et de l'aide aux victimes. On a vraiment beaucoup de mal. Et du ministère de l'Emploi pour ce qui concerne l'insertion vers l'emploi des femmes victimes de violences. On a beaucoup de mal à avoir des mesures interministérielles pour financer ce qui relève d'une politique publique qui nous a été confiée. Concernant la réforme de la justice, moi je voudrais attirer votre attention sur le rapport AVIF qui a été remis par Madame Jolicoz et Monsieur Corbeau au garde des Sceaux et qui comporte un grand nombre de mesures qui permettraient d'améliorer l'efficacité de la justice et parfois à moyen constant. Le fait par exemple d'organiser des audiences uniques qui réunissent qui permettent de juger à la fois les violences mais aussi les questions civiles en réunissant à la fois le pénal, le JAF ou la JAF et le juge des enfants, parfois aussi, à moyen constant, permet d'avoir des mesures beaucoup plus efficaces. Et j'ai envie de dire, en termes d'investissement, lutter contre l'impunité, je pense, est aussi un gage d'efficacité de cette politique publique. En revanche, généraliser, par exemple, dans la loi sûre, il y a une mesure qui consiste à généraliser la justice restaurative. Alors ça, pour nous, c'est totalement inefficace. Voilà. Donc, je souhaitais quand même le souligner. Je pense que tu vas ensuite enchaîner. S'il y a des moyens à mettre dans la justice, parce que clairement derrière, c'est une question de moyens, qu'il s'agisse de, si on veut véritablement permettre aux femmes de choisir dans quel espace elles souhaitent être jugées. Et le procès Pellico est un excellent exemple. Le fait que la victime ait pu choisir de publiciser, de donner de la publicité à son procès, c'est quelque chose qui nous paraît absolument essentiel, qu'elle puisse avoir ce choix-là. Mettons les moyens plutôt dans les effectifs qui permettront de juger dans des délais plus brefs. Simplement pour répondre sur la loi sûre, du coup. Et à la suite de ce qui a été dit, donc oui, sur l'aide juridictionnelle, en effet, on continue de soutenir ce rapport. Bien entendu, et les rapporteurs nous ont aussi auditionné, les autrices sur ce coup de l'accès à la justice pour les victimes. L'amélioration de la plainte, c'est au cœur de la philosophie de la loi intégrale auquel les associations ici sont engagées. Et d'ailleurs, merci aussi, vous êtes aussi de nombreux et nombreuses députés ici présentes à porter aussi avec nous cette proposition de loi. Donc, elle contient de nombreuses mesures pour vraiment améliorer le parcours de la victime, notamment vis-à-vis de la plainte. C'était une des questions qui était posée pour le suivi des plaintes, pour l'enquête. Elles ont énormément de mesures, mais la philosophie, c'est vraiment une justice qui prend du lien, une justice qui prend soin, une justice qui protège les victimes. Et aujourd'hui, cette philosophie pour laquelle on est beaucoup à s'associer, elle est complètement contrecarrée par ce projet de loi sûre, à notre sens. C'est la réponse, en effet, ultime à cette embolie de la justice qu'on constate toutes. Ça fait des années que les associations autour de cette table alertent en disant à la suite de MeToo, vous avez demandé aux victimes de saisir la justice n'a pas eu les capacités de leur répondre, on les envoie dans le mur et le résultat c'est 92% des plaintes pour viol qui sont classées sans suite. C'est vrai que ce projet de loi sûre avec le plaidé coupable, alors qui a un autre nom, cette procédure spécifique, semble nous inquiéter particulièrement. Elle semble imposer une sorte de justice de négociation. On porte l'idée d'un risque d'une justice de négociation au lieu d'une justice de la vérité. Et
on ne peut pas priver les femmes victimes de violences, lorsqu'elles le souhaitent, de la vérité qu'elles peuvent obtenir aussi à l'audience. L'audience, c'est un moment de vérité. Clémence parlait du projet du procès Pellico, qui a été un moment de vérité, évidemment, pour Gisèle Pellico, évidemment pour l'ensemble de la société française. On avait mesuré il y a 1 an l'effet de ce procès sur la société française. C'est plus de 58% des Françaises et des Français qui disent que ça a changé leur vision des violences sexuelles. Ce procès Pellico, c'est la justice est un acte aussi de pédagogie qui est très important. Après, sur la procédure du projet de loi sur tel qu'on... Voilà, tout n'est pas public, dont on comprend les contours, avec ce qui nous paraît particulièrement dangereux parmi toute une série de choses, c'est aussi cette approbation qui est demandée aux victimes, qui semble justement sortir aussi la justice pénale de ce champ de l'inquisition, en donnant un rôle qui semble particulièrement difficile et cruel pour les victimes. On a du mal à ne pas imaginer une forme de chantage qui pourrait être fait entre une procédure accélérée, rapide, qui arrange tout le monde, et les 8 ans d'attente pour une cour d'assises. Comment on peut imaginer qu'une femme puisse valablement dire non, réclamer une audience et la vérité qui va avec, faire valoir son droit à un procès, face à l'institution judiciaire qui l'invite à accepter le deal. En plus, on sait que, a priori, de ce qu'on comprend, parce qu'évidemment, on comprend que si un auteur de viol, par exemple, est prêt à reconnaître cette capacité à reconnaître dans le cadre d'un procès, dans le cadre d'une procédure de plaider coupable, ne pourrait pas être utilisée en plus en procès. Donc finalement, ça vient presque aussi augmenter le risque, entre guillemets, d'acquittement. Pour nous, ce qui nous inquiète aussi, donc, ce fait que voilà, la faculté de proposer le plaider coupable, elle est donnée à la justice, mais elle est aussi donnée aux prévenus. Et ça semble accélérer le risque d'une justice qui irait au rythme de l'agresseur. Je sais que le collectif féministe contre le viol en parle particulièrement bien et souvent. On se demande, nous, ce qui nous inquiète aussi, même si aujourd'hui c'est pas présenté, mais c'est l'impact que peuvent avoir l'existence de cette procédure. Donc voilà, en matière de violence sexuelle, on sait que les auteurs qui se retrouvent devant la justice sont souvent les auteurs de plusieurs victimes. Quel impact sur les enquêtes va pousser cette nouvelle procédure si tout le monde, la défense, la justice, les enquêteurs, ont intérêt à ce que ça aille vite? Est-ce que les enquêtes ne vont pas être bâclées? Quelles garanties on apporte pour continuer à avoir une justice de protection, une justice qui fait vraiment son travail, ne risque pas de bâcler les enquêtes? Voilà à peu près toutes les premières inquiétudes que nous avons. Et puis sur les cours criminelles départementales, on voit aussi cette mutation qui est permise. Alors voilà, on manque d'études d'impact encore. Il me semble que ce qu'on avait vu après quelques années des cours criminelles départementales, c'est que finalement, elles jugeaient globalement dans les mêmes conditions que les cours d'assises. Il n'y avait pas de différentiel de qualité de jugement, notamment en matière de violence sexuelle. Ce sont des cours qui connaissent à 80%, 85% des affaires de viol. Donc, c'est vraiment des cours du viol avec des juges qui ne sont pas forcément tous spécialisés. Y faire entrer de nouveau des citoyens assesseurs, voire des avocats qui auraient été des anciens avocats de la défense avec leur vision, ça nous inquiète beaucoup. Et avec vraiment, à nouveau, quelles sont les garanties apportées pour avoir des personnes spécialisées qui siègent. Donc, nous avons une forte inquiétude et vraiment, on voit pour nous ce projet de loi étant une opposition complète avec tout ce qui nous rassemble ici, je crois, aujourd'hui, d'une justice qui fait attention aux victimes et qui mesure les coûts de ces violences pour les victimes. Merci beaucoup. Je suis Alexandra Martel, co-coordinatrice du collectif Féministes contre le viol. J'ai entendu les demandes de chiffres et en tant que personne qui a aussi ouvert la deuxième ligne d'écoute du CFCV Violence sexuelle dans l'enfance, qui a fait partie de l'équipe d'écoutantes qui a ouvert cette deuxième ligne d'écoute. Je pense que dans cette commission, on ne peut pas faire l'économie du rapport qui avait été fait justement sur le coût du déni, qui avait été publié le 12 juin 2023. Et la Civis alors estimait à 9,7 milliards € ce que les agresseurs pouvaient coûter à la société. Le rapport détaille l'ensemble des charges où on retrouve le coût des agresseurs pour la société. Donc ça, je me permets un mot pour le rappeler, puisque je pense qu'il y a énormément de données dedans.
sur l'étude qui a été portée par le CFCV concernant les premiers accueils en commissariat de police et en gendarmerie. On est persuadé au CFCV, écoutantes et toutes les actrices du CFCV, que une femme victime de viol n'est pas une femme foutue et que justement quand on la croit et qu'on la reconnaît, les bénéfices d'une vie à venir voient un peu le jour. Et on se questionne souvent où est-ce qu'il y a un manque de reconnaissance. Et ce manque de reconnaissance, on le voit très clairement dans les premiers accueils en commissariat de police. Et c'est pour ça qu'on a formulé cette étude des premiers pas vers la justice, qui est celui du commissariat de police. Je ne vais pas exposer les données, on les a réunies, elles sont toutes à disposition. On a imprimé l'étude pour vous la distribuer justement. Et puis en termes de données, il y a un moment où l'ensemble des préjudices sont calculés pour les victimes. C'est le moment de la condamnation de l'agresseur, où il y a au niveau de la CIVI, au niveau de la condamnation civile, des chiffres qui sont estimés. Je pense qu'aussi ça fait bien longtemps qu'on n'a pas fait d'études à ce niveau-là, d'aller regarder dans les barèmes et l'ensemble des préjudices qui sont établis pour les victimes. Souvent, les indemnités qui ressortent des procès sont très très maigres et les victimes vivent plus avec des allocations AH finalement que sur les indemnités qui leur sont allouées pour l'ensemble des préjudices. Mais on a du mal à objectiver toutes ces données dans un seul rapport et je pense que c'est un angle mort également. Il y a aussi le coût de l'errance des victimes. Je parle de l'errance en matière de soins, justement, psychologiques. Le fait de ne pas avoir en dehors des centres de psychotrauma, mais qui ne sont pas suffisamment nombreux, pas suffisamment, qui sont incapables de répondre à toute la demande. Le fait de devoir tester des types de soins extrêmement différents et de ne pas avoir finalement, il faudrait avoir des espèces de centres de ressources qui orientent les victimes vers des soins adaptés qui permettent de leur permettre d'être rapidement soignées avec des soins adaptés au psychotrauma ou au traumatisme lorsqu'elles en ont besoin. Je voudrais vraiment insister sur le coût pour la sécurité sociale et plus largement pour la société, parce qu'un très grand nombre de ces soins ne sont pas remboursés, de cette errance des victimes dans leur recherche de soins psychologiques pour sortir de leur souffrance. Merci infiniment. Je pense que l'ensemble de vos propos, témoignages, expériences, en tout cas, vont nourrir les travaux de Sandrine Josso et de Élise Leboucher. Merci infiniment. Mesdames et messieurs, quelques mots sur nos travaux. Donc, on le disait, les auditions de nos collègues se poursuivent. Je parle des vôtres, Sandrine Josso et Élise Leboucher. Les premières auditions sont déjà de très, très grande qualité. Et je souhaiterais qu'on poursuive nos souhaits d'aller sur le terrain, comme nous étions rendus chez Women Safe and Children à l'initiative de Anne-Cécile Violent. Je vous propose que nous allions assister à une audience avec d'autres membres de la délégation. On avait identifié Bordeaux, où on a auditionné Eric Corbeau. Il a lancé une expérimentation particulièrement intéressante sur les violences intrafamiliales. Donc on est en train de monter le projet. On vous le proposera en termes de délai. On souhaiterait également faire une visite au service de Pharos du ministère de l'Intérieur, de mes dadas, pour essayer quand même de faire avancer ce sujet des plateformes et des violences sur le numérique. Donc si vous êtes intéressés, on vous envoie les informations, mais montage en cours. Enfin, nous avons une délégation qui se rend à New York pour la CSW avec la présidente de l'Assemblée nationale. Nous nous y rendons du 8 au 12 mars. Évidemment, nous porterons, cher Guillaume, les conclusions de la mission sur la diplomatie féministe et la lutte contre le backlash avec Marie-Noëlle Battistène et Guillaume Gouffier-Valente. Je signale à votre attention et à l'initiative de Isabelle Rome que nous avons déposé Adia et moi-même une résolution sur la reconnaissance du crime d'apartheid de genre et c'est une PPR qui est à proposition de co-signature et on espère en avoir l'inscription à l'ordre du jour. Je souhaiterais, elles ne sont pas là, mais féliciter nos collègues Agnès Firmin-Lebaudot, Karine Lebon et Virginie Duby-Muller. Nous avons hier remis leurs travaux, les conclusions de leurs travaux au ministre du Travail.
Et nous espérons que la transposition se fasse avant l'été, puisque nous avons le besoin de transposer avant le 7 juin. Donc, on a clairement rappelé la nécessité d'un calendrier qui soit clair et qu'on fasse cette transposition. Et nous avons transmis évidemment notre vigilance sur certains points. Enfin, le 1er avril, ce sera l'événement de notre délégation droits des femmes après notre suspension, donc liée à la journée internationale des droits des femmes. On aura donc un événement public dans la Galerie des Fêtes. Elle sera sous le haut patronage de Yael Braun-Pivet, en présence de la ministre Stéphanie Rist. On parlera santé des femmes pour lancer également notre prochaine mission, santé des femmes aux différents âges de la vie. Le programme, il est très riche. J'espère que vous noterez cet événement. De tête, c'est 15h30 le 1er avril. Et puis, voilà, de vous dire que donc ce sera le début de la mission et que les rapporteurs vont être désignés par leur groupe. Et nous avons tout de suite à suivre notre bureau pour lequel nous allons nommer nos rapporteurs. Merci à toutes et tous. Merci à vous.